Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme Carte sur table, 21h, 23h, 4 invités et un thème. Ce soir, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, nous posons une question essentielle. Qu'est-ce qui détermine vraiment le choix des électeurs camerounais? Est-ce le programme politique proposé par les candidats? Est-ce l'apparence communautaire ou identitaire qui pèse davantage dans la balance, ou simplement le bilan des dirigeants sortants qui orientent le vote des citoyens? Pour en débattre, je l'ai dit, 4 invités. Honorable Samuel Maud, bonsoir. Bonsoir, député Tango. Je suis très heureux d'être là, au milieu des amis et de deux charmantes dames. Vous êtes cadre du RDPC, député à l'Assemblée nationale pour la législature qui s'achève en 2026. Voilà. Merci infiniment. Je dis bonsoir à Alice Maguedjo, juste à côté de vous. Bonsoir député, bonsoir vos nombreux téléspectateurs, bonsoir Sa Majesté, bon Broc, et bonsoir honorable, bonsoir camarades. Camarades. Oui, bien sûr. Vous êtes de la société civile. Camarades de lutte. Ah? De lutte contre quoi? Je n'ai pas lu qu'elle était PCRN. Elle est du PCRN. Donc elle est camarade. Ah, vous êtes du PCRN déjà? Il faut absolument être... Sait-on jamais? Dans tous les cas... Ils ont fait la coalition en quand on se retire entre femmes, on a aussi nos luttes. D'accord. On doit défendre le genre. Madame Odile Ngomaop, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir au panel. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de cette émission. On est honoré d'être ici ce soir en vue de l'élection présidentielle qui est le 12 octobre. Et c'est une élection radicale. Le peuple camerounais est prêt. Tout à l'heure, on en parlera. Je suis honoré d'être ici. Vous êtes cadre du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Enfin, Bombok Bengan Kaïdji, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député Tongo. Bonsoir à mes chers panélistes, co-discutants. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir pensé aux indigènes. Toujours. Voilà. Merci singulièrement à vous qui êtes sortis de votre mutisme médiatique de quelque temps pour nous faire l'amitié d'être là ce soir et apporter du vôtre au débat. Alors peut-être avant de rentrer dans le débat de fond, on va peut-être dire un mot pour marquer notre solidarité à toutes les familles qui sont éprouvées par les enlèvements qu'on a pu observer du côté de l'extrême nord Cameroun. Une quinzaine de personnes, 11 libérées, 6 encore en détention, du moins jusqu'à ce qu'on entre dans ce studio. Donc cette maman qui a 5 enfants et un déjà assassiné par ses... terroriste de Boko Haram, le dire peut-être en cohérence avec vous, les panélistes. Alice Maguedjo, un mot qui sait peut-être. C'est tout triste. Je ne sais pas pourquoi tous ces panels que je viens à STV, on commence toujours par une note de tristesse. Ah, ça n'a rien à voir avec STV, c'est l'actualité qui est dure. Oui, malheureusement, je viens toujours pleurer ici à l'antenne et c'est pas juste. Il faut qu'un jour nous ayons un répit pour ces larmes qu'on verse à tous les coups. Imagine une femme et ses enfants, quand bien même ce serait un seul enfant, mais des enfants à la fois. C'est tout triste. Tu te rappelles, la dernière fois, on était ici, Djipita, c'était la montagne, le mont à l'ouest qui s'effondrait sur les gens. C'est pour ça que j'étais encore malheureuse. Et je dis du courage, mais du courage, c'est si léger. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame? En tout cas, Dieu te soutiendra, madame. Et tous les autres qui ont perdu les enfants dans les pareilles conditions, même dans la guerre de nos eaux. Odile, un mot. Oui, on est compatissants. C'est de la compassion que nous avons envers ces Camerounais qui souffrent à l'heure actuelle. Boko Haram n'est pas encore éradiqué. Et nous donnons tous nos encouragements aux forces de l'ordre qui sont au travail. Et nous les soutenons et nous continuons à penser que nous pouvons avoir un pays plus sûr, plus sécurisé. Pas pour dire que les forces de l'ordre, non, pas du tout. Ils font beaucoup d'efforts, mais il faudrait encore plus d'efforts pour que ce genre d'événements ne se reproduise pas. C'est tellement triste. Nous espérons que le gouvernement va prendre une initiative forte pour soutenir ces victimes, les accompagner et payer les rançons qu'on demande afin que les vies soient sauvées. Honorable Motte.
Je n'ai pas d'autre mot. Bobok. Je crois qu'il y a des événements qui ne méritent pas qu'on ait la parole. D'accord. Le silence lui-même devait être éloquent. Bobok. Non, moi j'ai un propos accusateur contre la communauté internationale. Lorsque j'ai eu vent de cette information, je me suis rappelé encore l'interpellation du président Paul Biya à l'Élysée. Le président Hollande à l'époque, 2014, il semblait être surpris, alors que le monde entier semble faire une coalition contre ce qu'ils appellent le terrorisme, et on pense laisser aux seuls pays africains la lutte contre cette affaire-là, pour le cas de Boko Haram. Vous savez, pour nous, les indigènes africains, nous qui sommes les initiés africains, on va au-delà de l'émotion. Il faudrait toujours, donc, pourquoi, ce questionnement que j'ai, la France qui avait une base aérienne, une base militaire au Tchad, Centrafrique et tout, avec tout ce que cela comporte, et Boko Haram étant inscrit dans le cadre du terrorisme mondial, disons, fait comme si on laissait aux pays africains de s'en accaparer, de mettre fin à leurs exactions. C'est un peu difficile. C'est difficile. Donc il faudrait peut-être à la suite des autres qu'on commence à imaginer dans quelle mesure nous pouvons avoir notre force multi-africaine, je pense. D'accord. Cela dit, vous gardez la parole pour une actualité un peu plus fraîche et concernant l'élection présidentielle plus directement. Cette requête en constatation d'inéligibilité de M. Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle le 12 octobre prochain, c'est Maître Akere Mouna, ancien bâtonnier, lui-même candidat à cette élection, qui a donc saisi le président du Conseil constitutionnel sur la base de quelques articles de la loi électorale et du code électoral, selon ce qu'il a... Ça vous inspire un commentaire? Oui, absolument. Je pense que le candidat Akere Mouna, bon, c'est vrai, il s'est présenté comme avocat, comme citoyen, même la saisine du Conseil constitutionnel me semble appropriée. Me semble appropriée parce que nous traversons une période délicate qui met tout le monde dans une situation de peur. De peur, le chef de l'État, après avoir prêté serment le 6 novembre 2018, le 5 février 2019, il confie la gestion du pouvoir à quelqu'un d'autre, à celui qui n'a pas prêté serment. Et avec l'âge, on l'a vu, certaines apparitions et tout, ça n'inspire pas, j'allais dire, une confiance avérée, une conscience ferme, une ferme conscience, ça n'inspire pas. Donc, il faudrait qu'on voie dans quelle mesure les institutions de la République ne peuvent pas être entamées par rapport à son indisponibilité. Et deuxième chose que je voudrais ajouter, ça me ramène à la manière avec laquelle lui a pris le pouvoir. Je me rappelle encore de quelques mots d'Ahidjo, lorsque Ahidjo rentre, le président Ahidjo rentre de France le 3 novembre, parce qu'il était parti précipitamment le 29 octobre 1982. Sa femme l'a suivi le 30, ils rentrent toutes les deux le 3 novembre 1982. Le 4 au matin, il commence à convoquer ses collaborateurs en leur disant « je m'en vais ». Mais le point d'orgue, parce que là on parle des élections donc du parti, arrive en 11h30, autour de 11h30, il convoque les 12 membres du bureau politique de l'Union nationale camerounaise, plus les 42 membres du comité central, pour leur dire « je m'en vais, faites confiance à mon premier ministre qui est successeur constitutionnel et tout ». Il les convoque à 17h. Et là où le président Paul Biya, qui était premier ministre, il était membre désigné du comité central. On le désigne membre, j'allais dire, permanent du comité central, et on le fait de lui vice-président de l'Union nationale camerounaise. Quelque temps après, l'UNC doit tenir le 5e conseil général. Et le président national part, il dit, le vice-président va présider la réunion au palais des congrès. Donc, voilà, comment lui, il
il ne s'est pas inspiré de ce qui lui est arrivé lui, pour transmettre de la même manière, j'allais dire de manière voulue, consensuelle et tout, et il reste les gens dans cette situation de doute, d'expectative et tout. C'est un peu ça qui me gêne un peu. Donc, il faudrait que le Conseil constitutionnel, parce que là, ça va traduire le renforcement des institutions, parce que nous tous, comme bons citoyens, nous voulons que nos institutions soient renforcées. Absolument. Donc, honorable, est-ce qu'une telle initiative qui c'est peut-être une chance de prospérer dans le processus, dans cette phase préélectorale? Je ne suis pas le Conseil constitutionnel. Attendons voir, il a engagé une procédure, on verra bien ce que le Conseil constitutionnel dira. D'accord. Mais vraiment de manière très, très profane, quelqu'un qui s'est mis de son propre chef sous la dépendance de quelqu'un, qui s'est mis de son propre chef. Après, il fait une litanie d'absence d'apparition. Dans quelle loi on a dit que le président, le candidat doit aller volontaire, va aller de lui-même déposer sa candidature? Nulle part. Après, maintenant, il y en a qui sont très amoureux des caméras, à faire des petites phrases quand on sort de l'ECAM. Je ne suis pas sûr que le président national, le président candidat, je ne sais pas si ils ont presque tous fait, mais je crois que lui, principalement, également, il a fait. Et en réalité, notre problème est celui-là. On demande aux gens de faire la campagne, ils ont commencé à faire des procédures. Comme pour dire on est candidat. Vous savez que l'un des noms dit quand même de cette actualité, lors de la dernière élection présidentielle, tout le monde a pu constater que de façon personnelle, physique, le président n'a pas fait plus d'une heure de campagne. Il a été élu. D'accord. Donc il peut ne pas en faire. Il a été élu. Et entre-temps, on n'a pas... mais justement, c'est un bon exemple que vous me donnez. Entre-temps, son incapacité en 7 ans n'a pas pu être prouvée. Là, on repasse sur la même rengaine en disant qu'il n'a pas déposé sa candidature. Mais je trouve quand même également curieux, si je vois Maître Akere Mouna s'appuyer sur des errements de Taylor Onana, là, j'ai quand même beaucoup de problèmes. Comment il peut dire que nos instances ne sont pas revenus depuis 10 ans et donc le président de la République, le président candidat a été, la candidature du président candidat a été validée de manière singulière? Non. Bon, maintenant, effectivement, s'il veut apporter sa voix à Léon Taylor Onana, ce serait une très bonne chose. Il aurait dit que qui se ressemble, s'assemble. Quand on veut être aventuré dans l'âme, on peut également s'assembler dans ce cadre-là pour pouvoir continuer l'aventure, tout au moins c'est étant bien accompagné. Pour ce qui nous concerne, le président de la République est valide. Je crois d'ailleurs en plus. Il est prêt à aller au front. Il est prêt à aller au front. Et par ailleurs, également, j'espère qu'il a bien réduit l'article 3. Quand vous me dites vous-même, il a fait quelques apparitions seulement. Les partis politiques, article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. On n'a pas dit que le candidat, lui-même, c'est lui-même qui doit prendre la charge, c'est les partis qui le font. Donc le président peut ne pas être là. Le parti le fera. Le peuple choisira. Voilà. Adonis, on va peut-être prendre la transition et puis on rentre en plein dans le débat de ce soir. Je rappelle donc le thème. Que pèse le plus dans le choix des électeurs camerounais? Le programme politique, l'appartenance communautaire ou le bilan du candidat? Question d'ouverture à tous les panélistes. Selon vous, quel est donc le facteur le plus déterminant dans le choix d'un électeur au Cameroun? En une réponse, Odile. Disons qu'avant de parler de facteurs, je reviens sur la requête d'Akere Mouna. Ah, là, vous me prenez Oui. Et j'avais vraiment envie de dire quelque chose. Allez-y. La condescendance du RDPC est tellement flagrant que c'est même une injure à la population. Je serais donc condescendant. Oui, c'est très condescendant. C'était vraiment trop condescendant. Je pense que les articles du Code pénal sont clairs. Là-dedans, quand on a lu tous la requête d'Akere Mouna et le code électoral dans les articles qu'il a cités en prélude à sa longue requête de 10 pages, était assez explicite. Le président n'est pas présent. Il a fait sa candidature, il a déclaré sa candidature par un tweet sur un compte X, c'est ce qu'il dit.
Et c'est ce qui est vérifié. Il n'a jamais apparu nulle part. On ne parle pas spécialement du fait qu'il ne soit pas venu déposer le dossier lui-même, non. Cabral Liby n'est pas venu déposer le dossier lui-même. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un président absent, un État qui est gouverné par une photo depuis plusieurs années, et une délégation de signatures permanentes, des signatures qu'on conteste à tout vent. On parlait d'un État géré par une personne fictive. Récemment reçu le nom, ça, apostolique entre voilà, autres. donc le nom, on aimerait le voir, c'est tout ce qu'il dit. Donc si le RDPC pense que ce n'est pas important qu'on voit notre président, nous allons élire ils vont donc nous imposer la photo pendant toute la campagne, comme d'habitude, et nous allons toujours contester. Ce n'est pas parce que les manipulations font que le RDPC réussit à gagner les élections qu'on doit prendre les Camerounais pour des idiots. On veut voir le président qui veut être président. Chaque candidat, il n'est même plus président, il est candidat. Le candidat doit venir défendre sa candidature, au moins par politesse pour le peuple qu'il dirige. C'est ce que moi j'ai retenu de cette requête. Et je pense que tout au moins pour le respect des populations, de la vie humaine et de la valeur d'une société, le président Paul Biya devrait se faire quand même voir. Vous voulez dire un mot là-dessus aussi, puisque pour ne pas tomber dans la... Vous savez, j'ai toujours dit, je suis consommatrice de la politique, je ne suis pas politicien, je ne sais pas comment m'en prendre, mais toujours est-il que si je m'en tiens à ce que dit le préral de Bafoussam, le peuple murmure. Il faut que nous ayons le courage de dire que le peuple a besoin de voir le président. Donc, peut-être dans les textes de loi que vous seul maîtrisez, il n'est pas dit qu'il doit se présenter. Mais de là, élire une personne et le lendemain, il confie notre élection à quelqu'un qu'on n'a pas élu, ça pose problème. Donc, et maintenant que le président a déclaré sa candidature sans qu'on ne le voie, on est allé au Conseil constitutionnel sans qu'on ne le voie. On a même porté plainte contre lui. Il n'est pas sorti pour se défendre. Mais je pose un problème. Pourquoi M. Akere Mouna, le bâtonnier Akere Mouna, n'a pas posé ce problème avant que le Conseil constitutionnel ne siège? Il faut dire que Maurice Kamto avait déjà posé ce problème. Donc, il n'a pas posé. Moi, je pense que si les gens se mettent ensemble pour poser un problème, leur voix va plus résonner. Au moment où Maurice Kamto posait ce problème, pourquoi lui, il n'a pas manifesté avant le dépôt des investissements. Oui, après, il s'est rétracté, je pense. Pourquoi lui... Non, je crois que le tribunal a... Non. Oui, on lui a fait un jeu de ping-pong. Maurice Kamto. Oui, mais je parle d'Akere Mouna. Pourquoi en ce moment-là, en tant que juriste comme Maurice Kamto, Akere Mouna ne s'est pas joint à lui? Ça montre un signe de division. On a fragmenté notre société, on a fragmenté notre politique. Tout se passe comme si entre eux, les politiciens, ils ne peuvent pas trouver un terrain d'entente. Je me dis que si Maurice Kamto avait posé ce problème et qu'Akere se joignait, peut-être d'autres jeunes auraient le courage de se joindre pour porter nos voix. Je dis nous autres populations, nous autres peuples qui demandons à voir notre président. J'étais dans une radio de la place dernièrement où je posais ce problème. Je disais que bon, et on débattait sur les concertations qui sont en train de se passer à la présidence maintenant. Je dis que mais comment quelqu'un peut dire reçois les gens pour moi et il est dans des encablures, il n'apparaît même pas pour dire bonjour, je suis très occupé, je rentre m'occuper, je vous ai laissé quelqu'un. Non, on a besoin de ça. Si on n'a pas besoin de ça, l'hypothèse selon laquelle le président n'a plus, je veux dire, les capacités nécessaires pour nous présider, donc on nous manipule. C'est un peu cela que le peuple pense, jusqu'à ce que le président nous prouve le contraire. Je sais que c'est quelqu'un qui a souvent fait cela, c'est-à-dire je reste tranquille, je vois ce que vous allez dire, et puis après je réapparais. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'on va jouer avec les nerfs des peuples jusqu'à ce point? On ressort de là avec... On ressort de là, j'ai voulu... je veux dire, me mettre sous la protection de la formule républicaine consacrée qui consiste à dire on ne commande pas les affaires qui sont en justice. Mais puisqu'ils veulent bien s'étendre sur le sujet, je voudrais vous relire encore cet article-là. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère.
Il ne s'agit même pas d'apparence. Il ne s'agit même pas de parution. En réalité, on veut voir si la personne qui demande le suffrage des Camerounais est en situation de défendre, par exemple, l'intégrité territoriale ou alors est indépendant vis-à-vis des gens qui pourraient lui dicter, se mettre en situation de soumission par rapport à une question qui pourrait lui dicter sa ligne de conduite. Il s'agit même comment pas, apprécier si on ne le voit pas? Il ne s'agit même pas d'apparence. Non, si vous estimez... Comment donc apprécier cela? Comment apprécier? Qui nous dit que ce n'est pas la dépendance qui lui fait faire recevoir les gens à sa place? Madame, encore une dernière fois, on voulait voir si le président est en situation de se soumettre à une personne qui pourrait lui dicter sa ligne de conduite. Mais il ne s'agit pas d'apparence physique. Honorable. Il ne s'agit pas... Je voulais tout simplement vous dire, écoutez, je veux bien comprendre votre volonté, votre désir avoir le président de la République. Je le comprends parfaitement. Mais je dis tout simplement que l'affaire est très mal engagée parce que l'article de la loi que Akeremouna cite ne traite pas des problèmes d'apparition en public. D'accord, on verra comment ça va progresser. On a déjà pris la transition pour entrer dans le thème de ce soir. Et Audi, vous aviez la parole pour savoir. On va d'abord essayer d'interroger, puisque c'est trois grands aspects, communauté, programme, bilan, pour savoir ce qui influence le vote. Commençons peut-être par le programme. Alors, dans un pays où les électeurs lisent très peu, où on a le sentiment que la connaissance ou alors la curiosité de ceux qui vont mettre leur bulletin de vote dans l'urne ne s'oriente pas souvent vers la connaissance du programme. Les gens ne cherchent pas à savoir, à connaître la pertinence des propositions des uns et des autres. Est-ce qu'on peut penser que le programme politique est un élément qui influence réellement le vote? Et disons qu'on ne peut pas déjà négliger ces quelques intellectuels camerounais. Donc, il y a quand même une certaine, je peux dire, une masse intellectuelle qui s'intéresse au programme politique. Et cette masse est présente dans les réseaux sociaux en majorité. Je ne peux pas quantifier. Nous supposons qu'il y a environ 1 million de personnes, les réseaux sociaux, qui s'intéressent au programme politique et qui regardent. Bon, non, maintenant, nous sommes près de 30 millions. Nous sommes environ 8 millions d'électeurs. Il y a encore 7 millions qui sont dans l'arrière-pays, qui sont dans les champs, qui sont dans les plantations, qui n'ont peut-être même pas la possibilité de lire. Et ces gens-là, on va vers eux. Et généralement, c'est avec des slogans, c'est des votes, c'est du bouche à oreille. On ne peut pas d'emblée dire que le programme politique seul peut permettre de gagner, parce qu'on ne pourra pas atteindre la masse critique pour pouvoir expliquer ce programme. Déjà qu'il y aura beaucoup de copier-coller, ça fera trop de bavardage, et il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas à mesure de comprendre. Mais beaucoup comprennent, c'est pour cela que le programme politique est important, parce qu'on a besoin de gérer le pays avec des personnes qui savent là où on va, qui savent ce qu'on fera du Cameroun après 2025, et là, le programme politique est fondamental. Il faut qu'il y ait une boussole, il faut qu'on montre à la population ce que nous ferons quand nous serons à la présidence. Parce que nous sommes convaincus que le RDPC se fait élire par des slogans, et depuis ce ne sont que des slogans. Samuel Motte, le programme influence le choix des électeurs au moment de mettre le bulletin dans l'urne? Le programme doit influencer les électeurs. Ça, vous êtes dans le principe? Non, oui, c'est ça le principe. Et en réalité, nous espérons, je suis dans le principe et même dans l'expectative. Nous espérons que ce programme est à mesure de faire, comment dirais-je, de faire des séparations entre les gens qui racontent mille et une choses à la fois, de faire en sorte que le lecteur soit à mesure de faire un tri pour pouvoir dire qu'en réalité, quand j'écoute telle ou telle autre personne, je pense quand même que je dois porter ma voix à l'autre. On ne doit pas voter à l'aveugle. On vote effectivement parce qu'on est convaincu de ce qui va se passer. On vote parce que effectivement la vision du candidat que nous avons en face est une vision qui est plus ou moins partagée par un certain nombre de personnes. Après maintenant, vous dites que les gens ne lisent pas, mais c'est pour ça également que l'on fait des meetings. C'est pour ça également qu'on a des relais sur le terrain où on explique pas à pas. Et je crois effectivement que c'est une période fondamentale qui arrive. Et c'est pour cette raison-là que nous attendons les programmes des uns et des autres de tous nos voeux. Parce que cette histoire-là dans laquelle nous sommes enfermés pendant des décennies, dans laquelle on me dit que moi je suis moins intègre que le vis-à-vis d'en face, tout simplement parce qu'il est tout nouveau sur la scène politique, ça effectivement ça ne devrait pas compter. C'est la vision, c'est le programme, c'est également ce que nous entendons
faire pour l'ensemble de nos compatriotes pour les 7 prochaines années, mais c'est sur ça qu'on doit s'appuyer. Après, maintenant, on verra bien à l'analyse s'il y a des programmes qui tiennent, mais là également, nous les attendons aussi. Il y a certains qui ont commencé à sortir, on va les disséquer. Parce que ce que j'ai entendu jusque-là, c'est qu'en réalité, la puissance est de notre côté. La perspicacité est de notre côté. L'honnêteté est de notre côté. Tout ce que nous avons en face de nous, c'est des gens effectivement qui sont totalement infréquentables. Il faudra bien qu'on laisse. Quand madame parle de slogans, les slogans sont de leur côté. C'est très souvent eux qui ont fait la ligne de fragmentation sur le fait qu'ils s'autoproclament comme étant des gens qui sont d'une efficacité à nul autre pareil. On verra bien à l'analyse. Et c'est pour cette raison-là, effectivement, votre thème est bien tombé. Moi, j'ai dit que pour les prochains jours qui arrivent, il faudra bien que chacun vienne avec son programme. Absolument. On dit le RDPC fait des slogans, le RDPC n'a pas fait de programme. Le RDPC a déjà un programme qui est de l'ordre de la pratique, a déjà un programme qui est de l'ordre de la pratique, ancré dans nos mœurs aujourd'hui. Et qui n'attend qu'un bilan à faire. Mais on va mélanger tout ça. Bobok. Non, que ce soit ici ou ailleurs, le programme importe peu. Le programme importe peu. Il y a une partie du programme convenu. Et d'abord, vous verrez que tous les militants politiques vous parleraient. L'élection présidentielle, c'est un homme et le peuple. Bon, quand on dit l'homme et le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une stature sociale à voir, il y a un certain nombre de choses. Troisièmement, on vous dit, chaque parti a un fief. Même on vous parle de socle granitique, de fief de. Voilà. Bon, lorsque vous mettez tous ces éléments ensemble, le programme ne trouve pas véritablement, j'allais dire quoi, le point central de cela. Mais donc, on ne peut pas ne pas parler de programme, généralement, puisque même à notre époque, les gens ne sont pas allés à l'école comme eux aujourd'hui, mais même les gens du village savaient ce que voulait dire indépendance. Même quand ils allaient aux élections de juin 51. Mais c'est déjà un programme, ça. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais ils n'allaient pas à l'école, mais ils savaient ce que c'est. Ça veut dire qu'en fait, le programme, là, c'est justement l'absurdité vient en ceci que l'environnement politique n'a pas voulu construire un imaginaire collectif. On a mis beaucoup de sectarisme dedans. On dit, tels sont ceci. On a catalogué, ça ramène même à la communauté, quelquefois. On dit vote communautaire, ainsi de suite. Donc tout ça mélangé, ça ne donne pas une bonne lisibilité au programme de politique. Bon, mais c'est tout ça réuni qui fait aussi la politique. Et pour cela, effectivement, qu'avec les meetings, les tournées, tout, voilà, ça se complète. Alice, vous êtes séduite par un programme ou alors est-ce que ça a une influence concrète? Contrairement à ce que Bombok disait, moi je pense que le programme est important et chaque parti politique devrait nous proposer quelque chose, quitte à ce qu'il n'y ait qu'une poignée d'élites. Si on avait une société dont la liberté d'organisation, la liberté d'association de 90 et se faisait ressentir dans la société, même cette poignée d'élites-là devrait être des échantillonnages comme un arbre de parti pour partager le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, le SGPR à Yaoundé est en train de recevoir ce qu'il appelle élite, malheureusement pour nous, on ne voit pas les gens qui font des réunions pour se préparer avant d'aller là-bas échanger avec lui. On ne voit pas ceux qui rentrent organiser des réunions pour faire du rendu par rapport à ça. Mais c'est que l'élite... Vous voulez relever qu'il n'y a pas une osmose entre la population, la base? Oui, je veux donc dire que ceux qui sont un peu comme... cette élite-là, parce qu'on ne peut pas faire une armée de généraux. Normalement, même s'il n'y avait qu'1 million ou 500 000 intellectuels capables de lire et interpréter les programmes, ce million devrait être fragmenté dans la population de manière à ce que à chaque réunion, même si c'est la réunion des pauvres Bayam Salam comme nous, qu'il y ait quelqu'un d'éclairé dans cette réunion-là, capable de nous dire que et voilà ce que les gens proposent.
Pour nous, les commerçants, voilà le programme qui nous suit le mieux. C'est pour ça que nous, syndicalistes, on dit on peut donner en consigne de vote. Selon qu'on a analysé un programme, trouvé que ça protège mieux les intérêts de nos syndiqués, on peut leur dire, voilà, de tout ce bal-là. Parce qu'il y a la drague. Quand on dit campagne, en réalité, c'est que les gens sortent des arguments. Et les promesses de campagne ne sont pas forcément des réalisations. Donc, il faut analyser. Moi, je pense que l'élite camerounaise devrait avoir les coudées franches de pouvoir organiser le peuple camerounais au bas niveau pour leur dire ce qu'ils ont à dire. Mais moi, je pense que tellement nos dirigeants sont frileux maintenant qu'ils ne permettent pas que les gens s'organisent. Si nos chefs traditionnels, par exemple, sont allés rencontrer le SGPR de la part du président, il faut bien qu'ils viennent nous dire, dans une réunion donnée, ce qu'ils se sont dit là-bas, pourquoi ils sont allés là-bas. Sinon, on va être limité dans cette élite-là, et l'élite ne peut pas faire une élection présidentielle. Donc, quelle que soit la pyramide très large à la base, la petite poignée qui est au sommet là devrait pouvoir multiplier ses branches en arbre de parti pour nous informer. Je vais donc dire que le programme est très important. Le physique de la personne qui est au rendez-vous avec nous est important aussi. Il faut le voir. Il faut même analyser. Il faut même être sûr qu'il va tenir sur le mandat. Parce que dans d'autres pays, le bilan même de santé est publié. Pourquoi pas? On doit connaître tout ça. Nous ne pouvons pas dire que nous prenons le destin de notre pays pour engager devant une personne qu'on ne connaît que par les personnes interposées. Jusque-là. C'est pour ça que je dis, ne nous leurrons pas et n'ayons pas froid aux yeux de dire que le peuple se demande que nous voulons renouveler, par exemple, notre suffrage à notre président actuel. D'accord. Je ne suis pas encore au bilan, mais où est-il? Il faut bien qu'il se présente à nous, puisque même quand il faudra faire le bilan, ce ne sera pas l'honorable Motte qui viendra nous dire qu'on avait promis pendant la campagne dernière des routes à tel niveau et qu'on n'a pas ces routes-là. S'il vient nous dire et que celui qui nous a promis n'est pas là, si on va parler, il va nous dire « Attendez que je rentre dire à celui qui m'a envoyé ». Est-ce que c'est normal? Nous sentons négligés, nous sentons que le peuple n'existe même plus à leur égard. Comment on peut faire une élection présidentielle sans engager le peuple? Maman, vous avez pris le compte-pied des autres. Pour vous, quelles conditions permettraient justement que les électeurs soient séduits, soient imprégnés des programmes avant d'opérer leur choix? Oui, et là, Mme Maguedjo a parlé tout à l'heure des lois de 90. Absolument. En réalité, moi, je dirais la loi principale n'a jamais été votée. Il n'existe pas de loi qui régit les syndicats. Ça veut dire que... Au moins les associations. Mais ça n'existe, ça ne sert à rien. Vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui à Ouminat entre ONG, associations de ceci. L'organisation sociale repose sur les syndicats. Au Cameroun, nous n'avons qu'un décret, je pense 93, plus le décret d'application, qui est ici. Le reste des choses des syndicats, on les trouve dans le Code du travail, mais il n'y a pas de loi qui régit le syndicat. Et sont assimilés même aux partis d'opposition. Justement, c'est là. Mais un syndicat, Mbombok, c'est une association. Hein. Oui, mais c'est ça que je dis. Il doit avoir la loi. Il n'y a pas de loi sur l'association au Cameroun. Il n'y a pas de loi sur le syndicat. Le syndicat ne veut pas... C'est une association. Non. Ce n'est pas une association. C'est une association, mais quand... Qui ne régit pas de l'AT, qui ne dépend pas de l'AT. C'est ça la particularité. Et c'est ça donc l'ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons. Qui a dit que ça ne dépend pas de l'AT? Mais dans pour ce qui est de régir l'ordre public, l'enregistrement du syndicat, le greffe du travail, c'est le greffe du ministère du Travail.
ministère du Par Travail, contre, la Sécurité l'association, sociale, comme l'association des commerçants de Mbopi, Ascodim, dépend de l'AT, puisque c'est enregistré chez le préfet. Donc, comme il dit, il y a une nuance entre le syndicat. C'est vrai que le syndicat, c'est une association à la base, mais qui devrait évoluer, avoir quelque chose de plus que l'association. La loi, donc c'est là l'ambiguïté. En réalité, c'est ça qui plombe la lisibilité du jeu politique. Parce que la formation à la citoyenneté est ainsi plombée. On est donc dans un environnement, les intellectuels parleraient de, je pense que Marie-Louise Eteke Otabela d'ailleurs fait sa thèse de doctorat là-dessus, que je partage, d'un régime totalitaire. C'est cela où on en est. Et la caractéristique, c'est laquelle? La caractéristique, c'est que le régime totalitaire a une concentration de pouvoir comme premier vecteur. Deuxième variante, c'est que les techniques de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire les élections, ces élections sont organisées de manière anormale. On se plaint toujours, que ce soit municipal, législatif et tout. Maintenant, l'exercice même du pouvoir est irrégulier. Vous allez vous rendre compte que quand on vous dit presque tous les recteurs d'université sont à la retraite, on a prorogé. Presque tous les présidents de cours sont en retraite, on a prorogé. Presque tout ça. Bon, dernièrement, on me disait encore, je ne sais pas si dans quelle mesure est vrai, je n'ai pas vérifié, on me dit, le général Mpalien est en 39, il a une fonction, mais son fils est à la retraite. Wonderful. Je dis, mais c'est pas possible. C'est vrai que ça, c'est une... Voilà, est-ce que c'est vrai? Bon, je vais dire ceci. C'était pas correctement, c'est pas Mais exact. voilà, il y a quand même un qui est passé. Le délégué général de la Sécurité nationale l'a remplacé. Le délégué, bon, lui, il est plus âgé que les délégués régionaux. Vous me direz, c'est un décret. Oui, mais lorsque l'exercice du pouvoir s'est fait de cette manière-là, l'autre veille, la loi dit que, la Constitution dit, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit tous les deux fois par an, en juin et en décembre. La dernière fois que ça s'est réuni, c'était en juin 2020. C'est ça l'irrégularité dans l'exercice du pouvoir. Donc, quand on y est donc, et que là-dedans, il est interdit aux magistrats de faire un syndicat, aux policiers de faire un syndicat, aux gendarmes de faire un syndicat, bon, vous allez vous déployer comment? L'autre vecteur que pour nous, nous analysons, qui entre dans ce que je disais tout à l'heure, je vous parlais là de la démission d'Ahidjo, qui confiait le pouvoir à Paul Biya. Il y a un événement qui était passé, des événements qui étaient passés, parce que là, j'insiste là-dessus. D'abord, moins d'un mois après la démission d'Ahidjo, la crise éclate entre les deux. Or, le Cameroun est un État en crise. 1982, c'est le 10e anniversaire de l'État unitaire. Mais Ahidjo a invité des présidents, aucun n'est venu à Yaoundé. On a inauguré le palais de l'unité, boulevard de 20 mai, tout ce que vous voulez. Mais le 21 juin, donc un mois actuellement après, vous avez entendu, Tandem a conduit une délégation à la présidente de la République qui a porté son soutien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État est en crise. L'État est en crise, justement, c'est une crise communautaire. C'est une crise communautaire et c'est cette crise-là qui avait amené le président Ahidjo à faire de Paul Biya son successeur constitutionnel en 1979. Une crise communautaire comment? D'abord des anglophones. Parce que la nomination du Premier ministre le 30 juin 1975 énerve les anglophones. On vient de créer la SONEL, on avait oublié Powakam et tout. Donc, la liquidation de l'héritage colonial n'est pas, j'allais dire quoi, finie. n'est pas liquidé, on pourrait dire. Oui, donc l'héritage colonial n'est pas liquidé. Paul Biya revient, c'est pour ça que les anglophones s'énervent. Et c'est à lui qu'on confie le dossier. Et il règle ça très bien. Il fait d'abord le lycée bilingue d'application de Yaoundé comme Premier ministre en 1979, très bien. Mais sauf que, quand il arrive au pouvoir, il oublie qu'il y avait un problème comme ça. Il a fallu composer pour que de glorieuses mémoires à Boema Mathieu sorte pour lui rappeler que, mais excellence, il y a. N'avait pas. Autre chose donc, pour terminer, lorsque Ahidjo part, le 14 décembre 1982, Moussa Yaya est à un séminaire provincial. Bon, lui, parce que Ahidjo divisait,
Quand vous êtes du Nord, vous n'allez pas au Nord pour faire les campagnes. Et Moussa a conduit une délégation à Bafoussam pour les séminaires provinciaux du parti. Il demande au Bamileke de former un gouvernement et mettre un Bamileke président de la République. Peut-être ça, beaucoup de gens le savent. Dès janvier 2023, Paul Biya l'enlève. C'est peut-être de la haine de Bamileke maintenant, Bombok. Je n'en sais rien, mais je ne dis pas. Non, j'arrive. C'est juste bête ma question, mais je veux comprendre d'où vient la haine. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine de Bamileke, justement. Il n'y a pas de haine de Bamileke. Il fait un récit. J'ai fait un récit. On va l'écouter pour savoir. Lundi, le 10 janvier 83, Paul Biya réunit le bureau politique, parce qu'Aïdjo lui avait donné la carte, comme pour reprendre les propos du ministre de l'administration territoriale, comme nous. Mais bon, il s'en est qu'apparu après, mais là, c'est un autre. Il enlève Moussa Yaya, qui on l'exclut du parti. Et on l'exclut de l'Assemblée nationale parce qu'il était également vice-président de l'Assemblée nationale. Il y avait aussi, je pense, bienvenue à Temengue, Prosper Mbassi et Ibrahim Ninga Songo. C'est eux qui constituaient cette délégation. On vous dit donc, et maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la crise éclate? On est encore en août 83 entre Aïdjo. C'est que Nukti Tutuango, il est président de la Chambre de commerce, il fait une motion de soutien à Paul Biya, où il critique Aïdjo. Il dit qu'Aïdjo a privilégié les mauvais hommes d'affaires. Il a laissé certains hommes d'affaires qui distribuaient les faux billets. Bon, Nouti, de glorieuse mémoire, il venait de partir lui aussi. Donc, voilà, donc quand on laisse les clivages de cette manière-là, au lieu que de vouloir, j'allais dire quoi, de développer l'activité économique, on met les opérateurs économiques du Nord et ceux de l'Ouest en concurrence, ils se tirent. Bon, et chaque président vient, il pense qu'il peut. Voilà les situations. En fait, voilà les choses qui restent, mais dont on ne parle pas. Et donc le pouvoir central n'arrive pas à gérer. C'est pour ça que nous nous trouvons dans une impasse. Où vous verrez que le JICAM est là. J'en avais parlé au président Siaka à l'époque. Il parle de lestage, mais en fait c'était la coupure intempestive du courant. On confie, à l'époque j'étais encore journaliste, à l'actuel recteur de l'université de Tchang, le professeur Nanfosso, pour faire ses études. J'ai dit, pourquoi il refuse de condamner AESONEL? Parce qu'il est membre du JICAM. Vous voyez que même les opérateurs économiques se lancent dans une activité où ils achètent des groupes électrogènes, les dégâts de 50 millions, de trucs qui n'étaient pas prévus. Mais que fait donc le pouvoir central pour réguler, pour voilà des bons pas comme ça de blocage en blocage qui aboutissent aujourd'hui au point où chacun veut tirer. Vous nous avez entraîné sans transition sur l'un des autres aspects de notre analyse de ce soir, le poids de l'appartenance communautaire dans le choix des électeurs. Samuel Maud, depuis les années 90, on a donc observé parfois un vote. Est-ce qu'il y a le quittard? Oui, ça rote bien. Ok. J'aimerais savoir si le pouvoir du RE n'a pas pris toute la soirée. Non, pas du tout. Pas sur ce plateau dans tous les cas. Donc, le vote communautaire, on l'a pu l'observer depuis le début ou alors le retour au multipartisme. On a tendance à observer que les Camerounais choisissent d'abord en fonction de la proximité communautaire, sociologique, tribal. Ce choix-là peut-il se justifier dans notre contexte, dans un environnement où on a besoin d'un développement accéléré, où les gens, et on observe que les gens se disent encore, au lieu du programme, au lieu de la pertinence, au lieu de la force des idées, je choisis d'abord mon frère. Je ne sais pas, vous dites généralement ils choisissent en tenant compte de l'appartenance sociologique. Je ne sais pas qui vous donne cette statistique-là, j'ai peur qu'elle ne soit pas bonne. Le président Paul Biya, quand il s'agit de se faire élire, il s'est fait élire partout, y compris dans les zones où il n'a aucune parenté. Mais il a un socle granitique. Mais bon, par contre, la notion de fief, elle n'est pas nécessairement sociologique. On a un fief quelque part parce que dans un bastion, pour des gens qui raisonnent droite contre gauche, c'est y a-t-il un homme politique camerounais candidat
je veux dire, depuis le retour du multipartisme, y a-t-il déjà eu un candidat ayant un fief politique qui ne soit pas son lieu d'appartenance sociologique d'origine? Oh, je ne sais pas là où se trouve. Je ne sais pas là où se trouverait le fief également de son. Le fief du RDPC, c'est où? S'il vous plaît. Voilà, justement, c'est bien ce que vous voulez dire. Le fief, il est où? Mais le pays aujourd'hui, quand ça laisse. Le centre de l'Est. Vous le dites aujourd'hui, mais j'ai cru comprendre également que la prochaine élection, on la perd parce que notre plus grand pouvoir de voix est au nord. Cherchez donc là où se trouve le fief. Mais cela dit, nous serons toujours une mosaïque de communautés. Bien sûr. On est toujours une mosaïque de communautés. Parce que c'est fait par Dieu. Cette histoire-là, mais justement, cette histoire-là qui consiste à dire qu'en réalité, la communauté elle-même, c'est quelque chose qu'il faut nécessairement gommer. Je ne suis pas sûr qu'on les gommera. Quel que soit le pays dans lequel vous trouvez, il y a des Bretons en France, il y a les Corses en France, il y a absolument, il y aura toujours des communautés. Maintenant, tout le problème, toute la difficulté est de dire est-ce qu'on peut transcender cette appartenance sociologique-là pour travailler pour la nation tout entière. L'importance, notre rôle à nous, les hommes politiques, effectivement, c'est d'amener la société camerounaise à penser nécessairement cela. Mais moi, je considère que je continue encore à penser que les fractures devaient se faire sur l'action programmatique. Qu'est-ce que j'entends vous apporter? À mon modeste niveau, j'ai fait des campagnes. Pour se faire élire, par exemple, député, on fait des campagnes. Quand vous reprenez ma circonscription électorale, je suis banal sociologiquement, je ne suis pas sûr que je suis assez proche de toutes les autres communautés qui sont dans le camp. Et pourtant, sur la base des discours que vous tenez, sur la base de l'action que vous avez, sur la base également de l'entrain que vous avez effectivement à apporter un certain appui aux populations que vous visitez dans le cadre des campagnes, également ça peut faire évoluer les lignes. En réalité, mais je crois qu'il faut avoir cette croyance-là. Après maintenant, on arrivera à un niveau où il faudra peut-être un peu de l'éducation pour pouvoir dire aux uns ou aux autres. Mais c'est ça également le jeu démocratique. C'est-à-dire que quand j'entendais le PCRN dans une localité dire ce qu'ils peuvent faire et qui est dans le domaine de l'irréalisme, c'est à moi effectivement d'apporter des arguments nécessaires derrière pour pouvoir dire qu'en réalité, là on est en train de vous enfumer. Et dans le cas de ces enfumailles-là, on pourra également dire qu'on le disqualifie par rapport à son propre programme. L'appartenance sociologique, oui, c'est très bien. C'est un réflexe primaire, j'allais dire. Ce réflexe-là, je crois qu'il existera toujours. Mais à l'analyse, je crois qu'il faudra tout simplement qu'on fasse tout pour le ramener à sa portion congrue. Vous avez vu effectivement que là également, les gens qui sont de connotation totalement communautaire, ils sont à la peine. Hein. J'ai connu des candidatures aujourd'hui qui n'ont pas pu prospérer tout simplement parce qu'ils ont pensé que ce socle-là, sociologique, pouvait les... Alors, le Cameroun est si bien fait qu'en réalité, aujourd'hui, quand on regarde les composants sociologiques, il n'y a pas fondamentalement une communauté qui peut dire qu'il a une démarcation écrasante ou alors qu'il supporte toutes les autres communautés. C'est très bien comme ça pour le Cameroun. Et donc, effectivement, et là également, je vais également élargir ce socle sociologique-là. Lorsque la guerre du Noza a éclaté, où il y avait une revendication, j'allais dire, qui tournait autour de anglophones contre francophones, j'avais dit ça c'est très bien, mais on est là en plein égarement. Parce qu'il arrivera un moment où un digne fils de la zone anglophone dira « moi je vais être président de la République ». Est-ce qu'on a envie de penser qu'il faut qu'à ce moment-là que les francophones se souviennent qu'en réalité, il était l'un des moteurs effectivement de cette revendication-là en disant les anglophones d'abord. Je peux vous assurer, j'ai un peu ricané quand j'ai entendu au détour d'une fin de campagne acquérir mon adi, j'ai retiré ma candidature parce que là effectivement il avait vu qu'il était lui-même dans une dynamique antérieure qui ne le prédisposait pas à diriger. Aujourd'hui il nous fait des procédures, mais oui, il serait bien effectivement qu'il sorte de ce carnaval-là en disant qu'à partir du moment où je suis anglophone, je peux prétendre à cela. Il est d'abord camerounais. Et sur la base de ce qu'il est camerounais, il faudra effectivement qu'il fasse patte blanche avec un programme bien précis, pas celui mais il ne se définit pas non plus comme le candidat des anglophones. Hein. Ça, il faut... Oh, je ne sais pas, mais les autres, je vous dis bien qu'ils se souviennent. À partir du moment où vous avez été, je veux dire, un porteur des idées qui était véhiculé, qui a donné lieu, qui a entraîné ce que nous connaissons aujourd'hui au nord et au sud, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir qu'en réalité, là, on a porté
un message de démagogie uniquement parce qu'on voulait opposer deux communautés. Non, quelqu'un ne l'a pas fait. Oh, vous ne pouvez pas le dire. Non, non, message de démagogie pour opposer les communautés. Oui, non, je ne pense pas. Non, mais je veux dire, quand je dis ça pour acquérir Mouna, je peux également le dire pour ce qui vient de dire tout à l'heure. On a créé une NEO, on a appelé Powercam, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai entendu également des anglophones me dire, mais vous savez, on a tellement été victime d'injustice qu'une fois on est venu prendre notre groupe électrogène au nord-ouest, on a amené cela en réparation, on n'est jamais revenu. Quand vous remettez en surface ce genre de petites choses à la limite qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que nous vivons, forcément. Si vous me dites qu'effectivement, ça je peux le retirer, mais je ne Merci de l'avoir retiré. Je ne suis pas en train de le retirer, seulement que si vous m'apportez la preuve de ce qu'en la matière, il n'a rien dit, vous ne pouvez pas, pas le dire. Je suppose certain qu'il ne s'est pas positionné ainsi. Il y avait une défense de l'anglophonie qui avait un certain nombre de porteurs, un certain nombre de leaders. La plupart des personnes qui venaient de la zone anglophone ont été dans ce schéma-là. Alice, vous pouvez pas me dire le poids du vote communautaire, de l'appartenance communautaire dans le choix des électeurs, est-ce une réalité incontournable? Dès lors qu'on ne permet pas à la société de s'organiser, à ce qu'il y ait des gens qui arrivent à faire l'éducation de masse, on dit la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Absolument. Si on ne permet pas aux gens de faire, à la société de s'organiser, aux élites de parler à leur société, je crains que celui qui naît et qui ne connaît que cela. J'ai souvent pris l'exemple, j'ai travaillé dans une société où on nous avait émis comme directeur quelqu'un qui n'a pas fait le collège, qui n'avait que son CPE. Et il est venu dans la société et sa manière de punir les gens était de les mettre à genoux. Bon, on lui en voulait, tout le monde disait mais c'était un scandale. Moi je leur ai dit, mais vous prenez quelqu'un qui ne connaît que les méthodes de punition de son maître d'école primaire. Il ne connaît pas autre chose. S'il avait appris les relations humaines, s'il avait appris autre chose, il présenterait une autre forme de punition. Il saurait qu'il y a une hiérarchisation dans les punitions dans une société. On peut vous demander, on peut vous donner une demande d'explication, on peut vous avertir, on peut vous blâmer et on peut enfin vous exclure. Mais lui, quand quelqu'un vient, un cadre même de la société qui vient en retard, il dit mets-toi à genoux et ensuite il dit ramasser les papiers qui sont dans la cour. C'est pour ça que je dis, quand je dis vous croyez qu'on blague, notre société, dès lors qu'on embastille les libertés d'association, les libertés d'expression, on ne permet pas aux gens de s'auto-éduquer. Quand, après les 80 combien de candidatures à la présidence, je suis allé dans un plateau où mon sujet de mise en bouche était « Je regrette juste pourquoi je n'ai pas mis ma part de candidature ». Et quand je leur expliquais qu'il y a une frange de commerçants, un petit groupe quand même, qui est venu nous dire « Mais la mère, que fais-tu là ?» C'est tout le monde qui donne la candidature. Toi, tu aurais pu donner aussi ta candidature. Peut-être qu'ils le disent avec conviction, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être éduqués, de savoir ce que c'est qu'une élection présidentielle. Mais le problème de socle granitique et autres, parce que Honorable nous a fait le politiquement correct tout à l'heure. Tout ce qu'il a dit, c'est comme si c'est moi qui le disais, mais dans les faits, ce n'est pas ça. Parce que si celui qui avait prononcé le mot socle granitique le premier jour avait vu ses bretelles remonter, on pouvait comprendre que c'est quelque chose qui ne va pas. Si ceux qui refusent aux autres citoyens allaient faire ça chez vous, vous ne pouvez pas faire de meeting ici chez nous, avaient été punis, on comprendrait que on n'est pas en train d'encourager que tout soit un repli identitaire. Je ne sais pas, ça vient du RDPC et qu'ils sont surpris que les gens rentrent chez eux, alors que c'est eux qui disent ça, c'est notre centre granitique, vous ne pouvez pas faire campagne là-bas. Quand j'ai prononcé tout à l'heure que quand Mbombok expliquait, je lui ai demandé, et ça c'était une question, que est-ce que c'est à partir de là qu'il y a une haine contre
le Bamileke, vous tous, vous avez réagi comme si j'ai dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est se cacher derrière le doigt. Nous avons vu des ministres qui disent un Bamileke ne peut pas être président de cette République. On ne les a pas punis. On n'est pas monté au créneau, nos dirigeants ne sont pas montés au créneau pour dire enlève cette parole. Elle est très grave. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes... Cette sortie de Amadou Ali n'était pas exactement dite ainsi et dans un contexte aussi pareil. Pourquoi vous citez Amadou Ali? Joseph Owona ne l'avait pas dit. Non, pas lui. Ça n'a jamais été prouvé. On a vu dans les titres des journaux. Ça n'a jamais été prouvé. Là, c'est Diana Semé. Non, je vous prends, c'est Diana Semé dans son journal L'Indépendant, ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais, puisque lui-même, on l'avait appelé pour dire, là, il a même ce qu'il avait promis, donné comme enregistrement, l'a jamais prouvé. Oui. Il l'a jamais. Et c'est resté dans l'imaginaire des gens. Or, Joseph Owona ne l'a pas dit. Justement, ce que je voulais dire ici, c'est que nous laissons passer des petites phrases comme ça. Je hais Kamto, je hais Kamto. Ça passe. Mais, après tout, cette personne qui dit enfin je hais Kamto a souvent dit je hais les que je ne prononce pas. Donc le problème c'est quoi? Ne nous cachons pas derrière le doigt. Moi j'aurais souhaité un jour avoir un plateau où le RDPC ne parle pas avec arrogance, mais qu'on cherche vraiment les problèmes qui minent notre société dans le sens de pouvoir trouver une solution. Et quand nous partons comme ça, vous êtes honorable, vous avez un bastion, vous êtes honorables dans une frange de population. Eux, ils sont scotchés pour écouter ce que leur honorable leur dira. Mais ce qui va sortir de la bouche de l'honorable contribuera à l'éducation des masses. Et on viendra à avoir une société qui, à défaut de lire, puisque nous avons un taux d'analphabétisme bien avancé dans notre pays. Et si on veut que tout se base sur le programme, ceux-là même qui ne savent pas lire un programme, qui ne savent pas parler français ou anglais, qui sont nos langues officielles, feront comment? Laissons la société s'organiser. On ne peut pas faire une armée de généraux. On ne peut pas embastiller les libertés associatives et vouloir que la société soit éduquée. C'est dans ces associations-là qui somme toute, devraient pouvoir déposer des bilans à l'AT qui les a validés pour dire quelle était votre feuille de route, qu'est-ce que vous avez fait durant cette année, qu'est-ce qui a contribué à l'éducation des masses. Les plateaux télé, on doit les modifier pour permettre aux gens de comprendre pourquoi on doit choisir un ou l'autre des candidats. Et on doit aussi systématiquement punir les gens qui, au lieu d'expliquer un programme ou d'expliquer un bilan, donnent plutôt des présents pour que les votes soient en fonction de ce qu'on leur a donné. D'où le mot sardinat. Donc les gens qui donnent le pain, la sardine, pour abrutir les masses et les amener, ça aussi... Non, madame, ça aussi, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, ça ne commence pas là. Justement, l'élection, les premières élections de 17 juin 1951, je vous dirais, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Il n'y avait pas de sardinat à l'époque. Oh Seigneur. Et pourquoi? Comment la candidature de Ruben Oumniobe a été validée à 23h30. Donc, laissons tout de suite. Moi, autre chose. Moi, j'ai grandi avec une famille à Idéa. Je suis Bassa. Une famille banjounaise. Ils ne savent même pas parler leur langue. Ils font des réunions familiales en Bassa. Ils ont eu des problèmes parce que leur papa, il me regarde, n'avait pas pris la succession de son père à lui. C'est moi, Bombo, qui suis allé arranger. Mais vous savez ce qu'on m'a dit après? Non. Papa nous a demandé de nous méfier des Bassa. J'ai fait comment? J'ai continué et on continue à vivre. Et leur sœur aînée est mariée à un Bassa. Mais voyez donc quel enjeu. Quand vous dites qu'il y a un tribalisme qui règne, donc comme vous dites qu'on ne se cache pas derrière le doigt, il y a du tribalisme qui règne et qui impacte le choix d'un président. Vous avez donné l'impression que j'ai dit contre Bamileke. Non, il y a des petites piques qui existent. Moi, j'ai grandi chez Jean Bouendé. Et là-bas, on leur disait, méfiez-vous d'un Ndjong.
Mais c'était entre Bamileke, ça. Bon, sincèrement, je suis mal à l'aise avec bon, je pense que je peux parler aussi. Vous avez la parole, absolument. C'est comme si c'est le ping-pong qui se joue ici. Sur le poids de l'appartenance, sur le poids du choix. Non, je pense que nous avons plus de 300 ethnies dans ce pays. Et quand on est un candidat sérieux, on ne saurait, et même, il ne serait même pas déjà sage de prendre l'ethnie comme bastion, comme base d'une politique. Mais le RDPC a inculqué ça de façon, même si ce n'est pas de façon officielle, de façon officieuse au Camerounais. Les Camerounais, le RDPC a voulu montrer que c'est le seul parti qui est national et que les autres partis, c'est des partis de région, de quartier ou de village. Parce que chaque fois qu'un candidat ou bien un Camerounais était président d'un parti, il lui empruntait l'étiquette d'une appartenance. Il faisait que ce soit observé. Voilà, donc il faisait tout. Et les Camerounais ont donc essayé intégrer cela. Et le RDPC voulait voir, dit qu'on ne devait voir que le président Paul Biya comme le candidat de tous les Camerounais. Les autres, c'est les candidats d'une région, d'un village. Il ne peut pas faire le poids. Mais au PCRN, je pense que c'est la première. Nous avons compris ça très tôt. Et nous sommes sortis de ce clivage. On ne peut pas espérer ou penser diriger un pays comme le Cameroun et s'appuyer sur une ethnie. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, il n'y a pas d'ethnie qui soit majoritaire en termes de population, comme dans certains pays où il y a eu génocide, parce que l'ethnie telle était majoritaire. Ils en avaient deux ou trois. Voilà, ils avaient deux ou trois. Nous, Camerounais, avait 300. Donc, les forces en termes de démographie sont pas tellement déséquilibrées. Donc, il est sage, et je pense que le PCRN est sage, de ne pas parler, de ne pas penser à ça. Avec le fédéralisme communautaire que nous proposons déjà, on aura le temps d'expliquer aux Camerounais, nous comprendrons que dans la diversité, on peut développer le Cameroun sans forcément s'appuyer sur une identité. Parce que s'accrocher à une identité veut dire qu'on veut vivre en autarcie, dans son cocon, et penser qu'on veut gérer tous les Camerounais. On veut être président de tout le monde et penser que son ethnie, non. On doit parler de programme, de vision, de développement. Vous savez, c'est pour cela que nous disons au PCRN et nous pensons que ce sera intégré ainsi. Ailleurs, c'est l'excellence. On choisit sur la base des critères. Les critères sont préétablis. Même les critères de choix sont préétablis. Même que ce soit dans les grandes écoles, c'est préétabli. Ce n'est pas les histoires de quotas, et l'Ouest a tel... Non, il y a des critères. Il faut que le nouveau gouvernement essaye de faire cette contre. Parce que le RDPC, en appuyant sur cet argumentaire de façon consciente pour faire demeurer Paul Biya au pouvoir, a détruit les Camerounais dans la base. Les Camerounais se sentent plus en sécurité entre frères d'ethnie. Et ça, c'est un grand problème dans le développement. On ne peut pas être plus de 300 ethnies et penser que on veut être tous à l'ENAM entre frères, on veut être tous à l'EMIA entre frères. Et on veut... Non. Il faut que les critères réels de développement soient établis. Et dans les critères réels de développement, il y a la méritocratie et l'égalité des chances. C'est ça les critères de développement d'un pays sérieux. Ce n'est pas la tribu. Sinon, un Camerounais ne se sentirait pas français ou canadien. Moi, je demande toujours aux Camerounais, comment vous pensez que vous allez en France, vous prenez la nationalité, on vous intègre, vous êtes français, vous jouissez de tous les droits de français, et vous pensez que vous, au Cameroun, parce que vous êtes de telle ethnie, vous avez plus de droits parce que vous êtes de cette ethnie. Non, la nationalité, un pays, c'est pas un village. Un pays a des règles. On définit les critères sur la base de la méritocratie, de l'égalité des chances, les critères de développement, et les personnes qui répondent au profil ont des responsabilités qui conviennent. C'est pour cela qu'on peut être de peau noire et se sentir trop français, être de peau noire, se sentir trop américain. Pourquoi on pense qu'on peut se sentir bien en France étant noir et qu'au Cameroun, parce qu'on est de telle ethnie ou de telle ethnie, on doit se sentir supérieur ou inférieur. Mais ça, c'est la politique du RDPC. Samuel Motte. J'attends avec une certaine impatience que l'ensemble des partis que nous avons
dans notre espace public apportent la preuve de ce qu'effectivement ils peuvent s'étendre, ils peuvent s'élargir, ils peuvent sortir de ce qu'un certain nombre de personnes appellent les fiefs ou les socles granitiques basés uniquement sur la sociologie. Il y a un parti qui le fait très bien, c'est le RDPC. Effectivement, c'est ce que le RDPC veut faire croire aux populations. Non, c'est pas... Eux, ils peuvent faire ça et que personne, aucun autre parti ne peut le faire. C'est des constats pour le moment. C'est tout le mal qu'on vous souhaite de progresser dans cette dynamique-là. La constitution du Cameroun se fera de manière collective. Il n'en reste pas moins de constater que quand Mbomboka dit effectivement que ça date des années 50, je vois quand même qu'il y a eu une certaine accélération dès 2018. Parce que là, effectivement, vous allez voir qu'il y avait des candidats qui sortaient et qui pensaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur une communauté pour pouvoir briguer une candidature nationale. Je pense que la démographie même c'est pour ça que j'en suis à regretter que ce soit elle qui soit sur le plateau porteur de ce genre de défense. Je ne porte rien. Madame Maguedjou, laissez-moi le temps nécessaire, laissez-moi la responsabilité de condamner ce genre d'agissement. Et dans le RDPC, effectivement, on les condamne sans réserve. Regardez comment le RDPC est constitué aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y a une prédominance, une prévalence, un privilège particulier qui est donné à une communauté particulière. Là-dedans, on se mélange parce qu'on sait qu'on est Camerounais, on fait des votes parce qu'on sait qu'on est des Camerounais, on se soutient dans nos malheurs parce qu'on sait qu'on est Camerounais. On n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de dynamique. J'aimerais bien que ce soit ainsi honorable. C'est bien le souhait. C'est bien le souhait que... Non, c'est pas ça. Exactement pas. C'est bien ce qui se passe. C'est pour cette raison-là que quand il s'agit de collecter des candidatures, même si quelqu'un a dû dire quelque part que c'est le socle granitique, oui, mais c'est le socle granitique. Ou alors vous ne faites pas le meeting ici. Ça aussi n'est pas condamné. Non, je ne sais pas qui a pu le dire. On n'a pas chassé les gens dans un village. Non, il faut dire que ce n'est pas les militants qui le font, c'est les autorités administratives. Parce qu'il y a aussi ça. Et après, on ne les punit pas. Est-ce que nous sommes dans un pays, comment on a un pays? Après, on ne dit rien. Ça veut dire que c'est le tribalisme d'État. Comment, à votre niveau, savoir si on a puni tel cadre de la fonction publique ou pas? On n'a pas nécessairement le respect des populations de peuple camerounais voudrait que si quelqu'un a fait du mal et qu'on le punisse, qu'on fasse savoir au peuple pour qu'on comprenne. C'est le tour de parole ça fait partie de l'éducation des masses aussi. On n'a pas nécessairement besoin de le faire savoir, mais je pense effectivement, de la même façon que lorsqu'on nous prend, enfin, on semble indiquer qu'en réalité, lorsque les gens veulent, dans un milieu professionnel, se retrouver bien entre eux, bon, c'est naturellement que c'est comme ça, mais ce n'est pas la panacée d'une communauté particulière. Mon premier emploi, Alice, je le fais à Total Cameroun. Je sors tout fraîchement du centre universitaire de Douala, là où le brassage était, dans les années 80, fait de la manière la plus simple possible. Et puis là, dès que j'arrive là-bas, on me dit que non, mais ici, monsieur, il y a 2 camps. Il y a 2 camps. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? C'est la société qui est formée de cette façon-là. Mais je peux vous assurer que, bon, c'est peut-être le moyen haïssable. Je slalomé entre les 2 camps jusqu'à ce que je sorte de cette société-là 8 ans plus tard. Après, maintenant, c'est vous qui décidez de vous élever. Et je voudrais effectivement qu'on soit tous en situation d'élévation. Les petites phrases, les petits clichés, chacun a un cliché sur l'autre. Il en a parlé tout à l'heure, en disant, on a dit, il ne faut pas faire confiance à telle autre tribu. Nous les aurons toujours. Et c'est cette grandeur-là de l'âme qui va faire qu'en sorte que même l'ayant reçu, on sait très bien qu'on peut le banaliser. On peut considérer qu'en réalité, ça n'a pas autant d'importance que cela, parce que quand il s'agira de faire l'essentiel, dans le cadre d'un engagement fort qu'on aura collectif, on va oublier que le vis-à-vis ou alors la personne avec qui on fait les coudées est de l'autre côté. Il faut absolument nécessairement que l'on pour qu'on arrive là, mais je pense quand même qu'il voudrait encore insister là-dessus. Le seul parti qui a fait ses preuves, même si ça choque Madame Anfa, le seul parti qui a fait ses preuves en la matière, c'est le RDPC. Après maintenant, même pas le SDF. Le SDF dans une moindre mesure. Le SDF dans une moindre mesure. Mais là également, on n'a pas reproché à Nidon Foundi de dire, par exemple, que son socle granitique était le nord-ouest. Il est parti de là-bas. Les gens, effectivement, peuvent également être... Et c'est pour ça, d'ailleurs, la prolifération des partis politiques chez nous, sont liées à quoi?
Elle est liée au fait, effectivement, que chacune des communautés pense qu'ils ont de bonnes chances de promouvoir un de leurs enfants pour qu'il soit la magistrature. Non, c'est bien cela. Il y a beaucoup de il y a des communautés qui ont plusieurs candidats. Mais est-ce qu'une fois que vous avez commencé à dire que ma communauté, si vous n'avez pas de sous-communauté à l'intérieur... Ça, c'est le RDPC qui fait ça dans la tête. Non, ce n'est pas le RDPC. Et d'ailleurs, quand vous regardez, ce n'est pas le RDPC qui va vous apporter la preuve. D'ailleurs, ils se plaignent de l'élection à un tour. L'élection est à un tour parce qu'on veut forcer les gens à faire des regroupements dès la convocation du corps électoral. Parce qu'on était convaincus dès le départ. Quand on nous dit effectivement que vous avez traîné à mettre en place la décentralisation, c'est en tenant compte de ces contingences-là. Parce que les gens, on sait qu'ils vont parler local, ils vont réfléchir local, ils vont réfléchir sur communauté. Quand on dit que l'élection se fait à un tour, c'était pour pousser effectivement parce qu'on avait bien prévu que dans l'organisation du Cameroun aujourd'hui, les gens pensent encore communauté. Et donc on aura 300 partis politiques, on les 300 partis politiques, on les a. Comment est-ce qu'on fait quand on est 300 partis politiques, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir combattre un parti qui est installé dans la place publique depuis des décennies? Il faut mieux faire des regroupements, l'union faisant la force. À ce moment-là, en fait, c'est ce que vous voulez faire croire aux Camerounais. C'est tout simplement cela, que vous, le RDPC, vous êtes un parti national et que les autres sont le parti communautaire, ce qui est archi faux. Moi, je n'ai pas dit ça ici, mais je dis que ça. Alors, quand on regarde aujourd'hui les partis politiques, les résultats des votes, on voit très bien que là où telle ou telle personne est installée. Les partis politiques encouragent consciemment ou non ce type de vote identitaire? Oui, malheureusement oui. C'est un jeu d'acteurs politiques. Je dis oui, malheureusement, nous en avons encore pour longtemps dans ce regroupement identitaire-là. Il a raison, mais il faut le regretter tout simplement. Non, mais c'est regrettable pour un pays qui veut se développer. Je vous prends deux cas palpables. L'honorable Samuel Maud ne va pas démentir. Premier cas, je pense, c'est posé avec Kodok. Dans son alliance avec le RDPC. D'abord, ça a participé d'ailleurs à diviser l'UPC. Il y a une partie de son comité directeur qui lui dit « Tu ne fais pas l'alliance du gouvernement. Tu fais l'alliance politique, c'est-à-dire comme en France, où tu négocies en disant que dans tel fief, nous allons, nous aussi. Toi aussi, le RDPC, tu ne mets pas de liste. On ne sera pas concurrent. » Non, Paul Biya n'a pas respecté cela. Et il va plus loin. La liste que lui propose Augustin Frédéric Kodok, il enlève PUD Happy comme ministre UPC. Il enlève pratiquement. Donc, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas Kanda Zogo, il n'y a pas PUD Happy. Pas parce qu'il avait une aversion pour il lui a dit, si pour nommer les ministres UPC doivent venir d'une certaine région. Bello Bouba, Bello Bouba est candidat à l'élection présidentielle, il viendra me démentir. Il peut bien Bello Bouba qui l'a redit? Non, j'ai dit Bello Bouba subira la même chose. Que le président a demandé à Bello et à Kodok. Je mets le nom, il a mis, comment on l'appelle, j'oublie le nom, il lui a dit on ne veut pas. On ne veut pas. On lui a dit on veut les noms des ressortissants du Nord. Pas par aversion. Écoutez-moi. Ça peut pour quelle raison? Mais justement pour montrer que l'UNDP est un parti. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous m'apportez. Voilà, c'est Abanda et Valère. Abanda et Togo Valère. On l'a enlevé de la liste que Bello Bouba avait proposée. Apportez-moi les gens que vous voulez qu'ils aient dans le gouvernement. Laissez-moi le soin de faire les équilibres au niveau national. Peut-être c'est ça, mais sauf que laissez-moi le soin de faire des équilibres au niveau national. Donc, poursuit. C'est pas nécessairement. Heureusement qu'en plus, là, on se comprend nettement mieux, puisque vous avez parlé du premier, qui a une certaine connotation. Le second que vous avez cité également n'est pas de la même région. Donc, au moins là, nous sommes sûrs que ce n'est pas. Comment ne donc pas permettre à Bello Bouba d'avoir un ministre du centre et à permettre à Kodok d'avoir un ministre et du centre et de l'ouest. Parce qu'il lui avait dit, je vais nommer 4 postes. Il faut qu'on dise que les autres partis sont nationales. Non, mais en réalité, le problème rentre dans ce que développait Madame Mahop tout à l'heure. Pourquoi on se sent mieux canadien lorsqu'on prend la nationalité et tout? En fait, Oum le dit en 1951, lors de la naissance du Cameroun National Democratic Congress à Beya, donc à Kumba.
on monte tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont et aux autres. On monte intellectuel contre chef traditionnel en faisant croire aux uns que c'est eux qui vont remplacer les Blancs et aux autres que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Mais l'un et l'autre croient naïvement à cette orientation-là, mais la seule personne qui profite, c'est le colonisateur. C'est tout. Donc, en fait, c'est ça qui a été orienté aujourd'hui au point où, si on n'est pas sur comment vous, on me bazarde ça, les gens avec qui vous avez vécu pendant 40 ans, on est en train d'aller prendre le bus à Bafoussam. Je fais comment? Il fallait une tête d'esprit pour dire, mais non, je ne vous demande pas de vous insurger, je ne vous dirai jamais d'attaquer vos parents de manière frontale. Papa a sûrement eu des choses que... Mais bon, vous-même apprécier les relations que nous avons. D'accord. Donc, c'est un peu cela. Donc, en fait, il s'agit ici, la formation à la citoyenneté passe par les niveaux. J'allais dire quoi? Développement, oui, mais des classes sociales. Est-ce que un cultivateur dans les champs de Paul Biya au sud sait qu'il est maltraité au même titre que celui qui est dans les champs d'Achidi Achou? Et est-ce que dans les autres champs, c'est pas moi de faute de qui, de savoir que nous qui sommes les cultivateurs, nous sommes traités de la même manière. Et donc, l'activité syndicale que nous menons ne va pas privilégier tel ou tel. Voilà. Même pas et que nous verrons que, il y en a même ceux des cotons qu'on a dépouillés qui sont. Donc, voilà comment, par classe sociale, par strate, on va essayer de réguler ça, plus les problèmes de mariage qui viendront plus tard. Donc, voilà un peu, c'est cette éducation-là qui va amener les gens à comprendre que la nation se construit en recherchant le consensus et non en cultivant les différences. Comment sortir du piège du vote communautaire pour aller vers une véritable citoyenneté politique? Moi, je ne pense pas qu'il y ait forcément toujours des votes communautaires. Madame Foning, que personne ne peut nier sa performance, a toujours été députée dans le littoral. Elle est de Tchang. Pourquoi elle renouvelait ses mandats tout le temps, députée, maire, dans le littoral? Il faut éduquer les masses. Il faut permettre aux Camerounais de s'auto-organiser. Il ne faut plus qu'on craigne les organisations fortes. Moi, j'ai dit l'État est frileux, trop frileux encore que ça embête. Quand les gens s'organisent, l'État a peur. Il se demande qu'est-ce qu'ils font là-bas. Il a pris l'exemple des employés des plantations. On ne peut pas leur permettre de s'organiser, d'avoir un syndicat national de tous ces employés-là, de manière à ce qu'un jour, qu'il y ait un mot d'ordre pour exprimer soit leur mécontentement ou pas. Moi, je pense qu'il faut davantage éduquer les masses. Là où je suis ici, là, je suis plus connu à Douala. Si un jour je veux faire politique et que je dois entrer dans quoi que ce soit, mon fief sera Douala. Ça n'a rien à voir avec là où je sors. Ça n'a rien à voir. Puisque si je vais là où je sors, je ne serai pas autant connu que je suis connu à Douala. Moi, je pense qu'il faut que le parti au pouvoir cesse d'utiliser les moyens d'État pour embastiller les autres, pour museler les autres et être seul à s'exprimer, à se déployer. Par exemple... Non, j'étais en train de prendre un exemple, peut-être à partir de là. Oui. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des concertations qui soient en train d'être faites à la présidence de la République en ce moment. Nous, on a envie de demander le budget de ça. C'est le budget de qui? Du RDPC ou alors le budget de l'État du Cameroun? Non, la présidence a un budget. OK. Dans un contexte donc électoral, ils vont convoquer les gens de manière... Est-ce que l'autre parti, lambda, peut aussi avoir les moyens de convoquer autant? Moi, je pense qu'il y a des moments où il faut faire la frontière entre le budget de l'État et le budget de parti. Il faut faire la frontière entre les partis parce que vous n'allez pas me dire que dans le contexte des élections dans 2 mois,
que tout ce balai-là qui est en train d'être fait ne rentre pas dans la campagne électorale. D'ailleurs, les premiers à être... Vous voyez que le candidat Biya utilise des fonds publics pour ses concertations préélectorales. C'est bien cela. Je n'ai peut-être pas le vocabulaire des journalistes ou des politiciennes pour dire ce que je dis, mais je crains que ce soit inégalement réparti. Et que si un parti est un parti au pouvoir, on a le regard rivé sur ce parti au pouvoir. C'est lui qui doit remonter les bretelles, c'est lui qui doit faire taire certaines choses qui se développent dans notre société. C'est à lui qu'on demandera le bilan. Peut-être qu'on va arriver à la phase du bilan. Moi, je pense que le peuple camerounais n'est pas aussi tribaliste que vous voulez le faire croire. Le peuple camerounais n'a rien du tribalisme. Du tout pas. Si on permet à chacun de se déployer et de dire ce qu'il a à dire, si on permet quels sont les partis? Ils sont tellement... C'est à Ndamjoya, à Tomano, par exemple, d'aller à l'Est, dire ce qu'elle a expliqué là-bas, et que ce n'est pas le sous-préfet ou les FMO de là qui les conduisent. La population ne va pas la population va la recevoir. On va s'organiser pour écouter ce qu'elle dit. Mais si le sous-préfet, lui, ne permet même pas qu'elle vienne parler là-bas, et puis après, on est surpris que les gens sont en train de se replier dans leur bastion de naissance, et puis vous allez... C'est le sous-préfet de RDPC. Non, bon, vous n'allez pas... Non, moi, je voudrais peut-être pour vous dire que le RDPC ne prenne pas sur lui d'aller défendre, par exemple, le gouvernement. Les membres du gouvernement ont les chargés de communication. Vous doutez, vous croyez qu'il y a un sous-préfet qui peut faire le contraire de ce que veut le RDPC? Vous voulez nous faire croire ici? Non. Je n'en ai pas vu un seul. J'ai dit, à force de les attaquer, les autorités administratives, ils peuvent se braquer aussi. Parce que c'est un peu cela. Mais ils ne le font donc justement pas. Non. Mais madame. L'une république, c'est les lois. C'est les règlements. Mais les lois sont bafouées. Attendez, non, pas du tout. Les lois sont bafouées dans cette république. Non. Là, par contre, madame, pas du tout. Non, les lois sont bafouées. Oh. Attendez. Non, mais laissez-moi parler. Là, vraiment, pas du tout. Oh. Parce que vous imaginez, vous, que la loi sera respectée chaque fois que la justice va donner raison à chaque contestation, même quand on est dans l'hypothèse où il a tort. Ce n'est pas ça la République, madame. La République, c'est également de dire, quand on dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, elle peut être mauvaise, cette loi-là, mais elle est d'application. Après, maintenant, dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui, qui est une échéance républicaine, une séquence républicaine, on peut espérer que, ayant dit hier que cette loi n'est pas bonne, une fois qu'on sera arrivé en situation de la modifier, on la modifiera. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un sous-préfet quand il y a quelqu'un qui débarque chez lui et qui a précédemment déclaré en disant « Nous allons gâter le pays et les survivants arrangeront ». Vous pensez que quelqu'un peut écrire, comme pour demander, pour déclarer sa manifestation en écrivant que nous allons gâter le pays? Autrement, est-ce que toutes les manifestations que les sous-préfets n'autorisent pas là, c'est parce que les gens ont déclaré que... C'est justement cela. C'est justement cela. Oh my God. J'ai toujours expliqué. Laissez-moi. D'accord. Okay. J'ai toujours expliqué. Oui, bien sûr, vous allez le reprendre. Bon. Allez-y, terminez. Elle avait terminé en plus. Non, elle n'avait pas terminé. Je permets la parole. Comment mon honorable c'est? J'ai toujours expliqué aux uns et aux autres qu'en réalité, nous sommes dans ce système-là où on déclare les manifestations. Sauf que vous déclarez une manifestation. Qu'est-ce que vous voulez que le sous-préfet fasse? Qu'il encadre. Attendez. Il a le droit également d'analyser la situation. Non, c'est une déclaration, madame. La même loi dit quelque part qu'il peut interdire. Qu'il peut interdire. Et il interdit systématiquement. Il donne le récépissé immédiatement. Et il encadre. Mais non, il peut interdire, madame. C'est marqué dans la loi. Attendez. Donc, quelle est la grille de lecture qu'il a? Il dit, la personne que j'ai en face,
me dit qu'il veut faire une manifestation pacifique. C'est ça, madame, n'est-ce pas? Oui, oui. Et tout le monde dit qu'il veut faire une manifestation pacifique. Mais en réalité, c'est une déclaration de bonne intention. Mais il a également le droit de regarder le fait du précédent. Bien sûr, d'où les renseignements peut-être. Oui. La personne que j'ai en face de moi qui me dit qu'il veut faire une déclaration pacifique, quel est l'ensemble de quel est l'ensemble de son œuvre avant de formuler une telle demande? Quels sont ses comportements d'avant? Et là, il est bien obligé d'interroger. Attendez, ce n'est pas camerounais ça. Il me semble quand même que pour des gens qui ont cassé l'intercontinental à plusieurs reprises, il y a une manifestation qui a été interdite en Suisse. Tout simplement parce que la personne qui était demandeur de cette manifestation-là avait été condamnée en France. D'accord. Donc on tiendra compte de cela. Alice reprend la parole pour terminer son propos et on passe au bilan politique. Alice, vous terminez votre propos. Je suis gêné, mais j'aime quand même, par rapport aux autres communicants du RDPC, l'honorable fait l'effort d'être un peu pacifique. Et, oui, bien sûr, je vous ai suivi dans votre dernier débat où vous expliquiez à quelqu'un que le fait, et c'était ma position, que le fait d'aller au palais, a priori, n'est pas un problème. C'est ce qu'ils se disent quand on appelle les gens devraient partir. Ouais. Et c'est après cela, j'ai suivi ça et puis j'en étais content. Mais le problème... C'est pas ma position personnelle, hein, c'est la position du parti. Non, je veux bien, mais il y a d'autres communicants qui... Mais je vais seulement vous prier d'être moins arrogant quand vous vous adressez aux Camerounais qui plus est, doivent être appelés à vous voter. Quelle est l'unité de mesure de l'arrogance? Le lendemain. Mais les mots, quand nous comprenons, quand quelqu'un se suffit... S'il parle comme ça, il gagne. Voilà, il gagne. Il gagne. Tout à l'heure, il a cité... On était encore chez l'administratif avec les déclarations des réunions des partis d'opposition qui se voient être systématiquement rejetés. On était encore dans l'administratif et il a évoqué le judiciaire. Est-ce que nous sommes sûrs, honorables, que dans ce Cameroun, il y a encore la frontière entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire? Moi, je ne vois pas qu'il y ait de frontières. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel dernièrement, avec tous les plaidoiries que les gens ont apportés là-bas et les décisions qui ont été prises, ça a encore refroidi les Camerounais. Ils se sont demandé, est-ce que... Parce que là, comme madame, nous sommes dans une situation où les gens pensent qu'à partir du moment où je suis en situation de contestation, forcément, je dois avoir raison. Si la justice dit que je n'ai pas raison, ça veut dire que ce n'est pas une bonne justice. Je vous le constate. Attendez, je vais vous donner un cas, madame. Vraiment, je vous supplie de me donner encore une minute. L'histoire de PV, 32 PV, qu'est-ce que Ndoki dit aujourd'hui? Ndoki dit, mais en réalité... Attendez, mais justement, c'est sur le fondement de ça qu'on a dit également que l'ensemble des décisions irrecevables que le Conseil constitutionnel avait données en 2018 n'étaient pas de bonnes décisions. C'est des bonnes. Nous, au moins, qui sommes avisés, on savait très bien que ce qui avait été monté au Conseil constitutionnel à cette période-là, mais c'était n'importe quoi. Et qu'on ne pouvait pas sur le fondement de ce qu'il disait là-bas, il ne faut pas avoir raison. Il a fallu que Ndoki sorte de là pour pouvoir dire, mais tout compte fait, on avait 0 PV. Vous allez dans une élection, vous avez 0 PV, vous dites que vous avez gagné. Vous allez au Conseil constitutionnel, madame. On passe au bilan. J'étais en train de... En une seconde. Vous terminez, voilà, une seconde. Terminez en une seconde, Alice. Autant pour moi, je m'excuse. J'étais donc en train de dire que si on soutient encore qu'il y a un état de droit et qu'on respecte les lois au Cameroun, est-ce qu'on peut nous afficher la liste électorale pour que... Oui, c'est une loi, non? Pas si madame, on doit afficher la liste électorale. Quand on ne l'affiche pas, vous qui êtes au pouvoir, pourquoi vous ne réclamez pas... Vous avez terminé. Vous ne réclamez pas qu'on le fasse. Autant de temps. Une seconde. Pourquoi vous ne réclamez pas ça? Attendez. C'est une loi ou pas? Alice, une seconde. Et puis Odile prend la parole sur le... Madame, écoutez-moi très bien. Oui. C'est pas parce que quelqu'un dans l'opposition a dit qu'il y a une liste nationale qui doit être publiée que forcément c'est pas... C'est pas dans l'opposition, c'est dans la loi. Vous dites quelqu'un, vous faites allusion à qui? Moi, j'ai besoin de cette liste pour savoir. Attendez, madame. Une loi a toujours une visée, un objectif à atteindre.
Dans le cadre de la publication d'une liste nationale, c'était un objectif de vérification de correction. Objectif de vérification et de correction. Où est-ce qu'on corrige mieux, où est-ce qu'on vérifie mieux? C'est dans les communes. Et la loi ne dit pas liste nationale publiée à Yaoundé. On publiait la liste. Attendez, oui, la liste. Cette liste-là. C'est pas les listes, c'est différent. C'est la liste. Elle sera publiée là où besoin est, madame. Elle sera publiée là où besoin est. Écoutez également cette interprétation. Mais il y a des délais de publication de cette liste. Elle sera publiée là où besoin est. Mais comment elle sera alors que les délais sont passés? Attendez. Elle devait madame, être... vous ne m'avez pas compris. Elle sera publiée là où besoin est. C'est-à-dire qu'on publiera là où l'objectif de correction et de vérification sera rempli. Bon, c'est compris, ça c'est notre débat. Non, mais... Alors, Odile, on va poursuivre sur le bilan politique. Alors, les électeurs qui se rendent aux urnes tiennent-ils compte du bilan du pouvoir sortant ou votent-ils par espoir de changement? Ça, c'est s'agissant du pouvoir sortant. Mais en même temps, les candidats qui n'ont pas encore exercé le pouvoir, est-ce que les électeurs tiennent compte qui c'est peut-être de leur parcours, de leurs compétences, et tout le reste? Oui, je dirais déjà, avant de répondre à cette question, que nous, pour... revenir légèrement... Je n'ai pas parlé quand tout le monde parlait, mais j'avais envie de dire que la société ne peut se développer qu'en avançant. Nous ne pouvons pas avancer en portant les clivages traditionnalistes communautaires des indépendances. Nous devons définitivement sortir de cela, établir les bases réelles de développement comme toutes les sociétés. Nous ne sommes pas la seule société dans le monde qui a 300 ethnies. Les autres sont développés comment au-delà de cela. Donc nous devons dépasser cela et avancer. Quand j'ai dit ça, je reviens donc à votre question. Non, mais il faut terminer. Peut-être on dépasse comment? Non, de dépasser, ça veut dire fixer les critères de développement. Et c'est ça qu'on fixe. Ça veut Il y a dire un arbitre qui ne fait pas son travail. Ce n'est pas seulement l'arbitre. Parce que tout à l'heure, l'honorable m'a dit qu'il travaille dans une entreprise où on lui a dit qu'il y a 2 camps. Une entreprise sérieuse qui veut la production ne met pas les camps en avant. L'entreprise... Non, c'est les individus qui se formaient en camp. Oui, c'est ce que je veux dire. Le directeur général en pâtissait. Oui, et l'entreprise en pâtissait et le pays en pâtit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et si cela n'est pas réglé, on n'avance pas. Une entreprise sérieuse veut le développement, veut le rendement, veut le chiffre d'affaires et veut l'évolution. Et cela ne se fait pas sur les bases de camp. Ça se fait sur la base de la compétence, sur la base du rendement et sur la base de la Au moins, je voulais seulement vous rassurer que ce n'est pas la direction générale qui mettait en place les camps. Non, ce n'est pas la direction générale. C'est ce qui est inculqué même dans nos administrations. Et notre administration, à l'heure actuelle, s'il doit sortir... C'est une obligation, monsieur Tom. On est obligé de sortir de là pour avancer. Sinon, les 7 prochaines années, si c'est avec le RDPC qu'on est encore, nous resterons sur place. Les autres pays vont nous dépasser comme tout le monde va avancer. Regardez notre football. Nous sommes dans les mêmes clivages. Nous serons sur place. Tout le monde nous dépasse. Aujourd'hui, tous les pays nous battent. Les autres avancent. Nous restons sur place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons... C'est forcé. Avec le changement, nous sommes forcés de dépasser cela. Donc, je voulais... Pour revenir sur la question, s'agissant du bilan, du pouvoir sortant et des projections avec des candidats qui n'ont pas exercer le pouvoir. Oui, donc je disais qu'il y a beaucoup de manipulations dans la campagne politique. Beaucoup de manipulations. Quelquefois, les 2 semaines de campagne, pour ceux qui entrent brutalement en politique, ne peuvent même pas permettre aux candidats de s'exprimer. Donc je dis qu'il y a tellement de manipulations que la population et le peuple n'ont même pas souvent le temps réel d'évaluer. Quand le RDPC descend avec les pains sardines, avec les sacs, les patates, les 5... Oui, je ne peux pas le dire ce soir. Et en 2018... Vous ne descendez pas avec le pain sardine? Non, pas du tout. Le RDPC descendait avec les sacs d'argent bleutins de Kaba Libye contre 5 000 francs. Ils vont... Oui, je le dis et j'ai les preuves. Si vous voulez, je vous les donne. Où ça? Oui, le RDPC sur le terrain, c'est un marchandage... J'ai des éléments. Je suis candidat, je suis député suppléant, je vous le dis à la Sanaga-Maritime. J'ai été candidate aux élections législatives, je le sais. J'ai été candidate avec le Capra Libye à 2010 aux élections présidentielles que j'ai président à Sanaga-Maritime. Je sais de quoi je parle. Je suis en train de dire que sur le terrain de politique, c'est une guérilla. C'est une guérilla parce que le pouvoir en place utilise tous les moyens de l'État pour influencer le vote du candidat. Les gens qui vous ont voté à la Sanaga-Maritime n'aiment pas la sardine?
Les gens qui nous ont voté à la Sanaga Matin ont été également manipulés. On aurait eu meilleur. Non, on aurait eu mieux. On aurait eu mieux. C'est que déjà, il y a quelques Ils ont peut-être le meilleur sardine. Oui, non, peut-être. C'est pas ce que je dis. Nous sommes en train de... C'est pour dire que... C'est pas ce que je dis. Nous sommes en train de dire ceci. C'est le cas. Madame. Le RDPC, vous avez... Non, vous ne pouvez pas... Je ne peux pas retirer ça. Vous ne pouvez pas je vais remettre. Parce que même sans être candidat, y compris vous, madame, j'ai laissé tolérer tout à l'heure. Vous ne pouvez pas m'avoir en face de vous et apporter ce genre d'expression loufoque. C'est les expressions qui existent. Écoutez-moi très bien. C'est les expressions qu'on dit sur le terrain. On ne peut pas les retirer, monsieur. Madame. Le jour où on ne va pas... J'ai assisté à des meetings ailleurs qu'au Cameroun. En Europe notamment, il y a tous les petits fours. Oui, les pinces. Il y a les petits fours qui ne vous engagent à rien du tout. Il y a tous les petits fours en fin de meeting. Nous sommes en train de dire que ce n'est pas le meeting. Ce n'est pas un meeting. Si vous êtes devant un bureau de vote avec des billets de 500 000 francs contre des bulletins des candidats, ce n'est pas un meeting. C'est pas tombé. Vous racontez ça en plus. Mais écoutez, vous donnez 5 000 francs à quelqu'un, il est vend dans l'isoloir, il me semble. J'ai dit contre bulletin. Ça veut dire que vous dites, sortez avec le bulletin. Vous avez failli à votre devoir de... Ce n'est pas un problème. Ça veut dire que là, la faute revient aux citoyens. Mais justement, c'est ce que je dis, que les citoyens sont manipulés. Les citoyens sont manipulés. Le bureau de vote où les gens sortent avec le bulletin. Si, bien sûr. Les citoyens sont manipulés. J'étais donc en train de dire que les citoyens ont faim. Le RDPC a affamé le peuple et il affame le peuple pendant 7 ans et revient avec des petits, le riz de 15 000 francs et partage aux populations. Et l'homme affamé n'a plus le discernement. Est-ce que vous ne chosifiez pas aussi ces populations? Oui, le RDPC a tellement chosifié même déjà les populations que nous avons de la peine. Les choses vont vous voter. Non. Vous êtes même tellement condescendant dans ce que vous dites. Nous sommes dans la réalité du terrain. Oui. Les Camerounais ont faim, vous les avez affamés. Vous insultez les gens, vous dites que moi je suis condescendant. Non, effectivement. Donc nous disons que ça ne peut pas être, on ne peut pas parler de visibilité. Les candidats, les électeurs ne peuvent pas être... Enfin, ne pouvaient pas, parce que quand ils ne peuvent pas, en 2018, ils n'ont pas pu, mais en 2025, avec l'armada des partis politiques, du PCRN qui est sur le terrain, nous allons continuer à sensibiliser les populations jusqu'à la fin, afin que le programme politique soit la feuille de route, que ce soit le programme politique que les uns et les autres votent, et non des promesses, et non ce qu'on leur donne à l'immédiat pendant les meetings ou pendant les votes. Donc c'est ce que je... Bon. Le citoyen électeur s'intéresse-t-il au bilan du pouvoir sortant? S'intéresse-t-il à la personne du candidat qui n'a pas encore exercé le pouvoir en termes de parcours, de projet, de bilan lui-même, de compétences? C'est un melting pot, c'est tout ça au même moment. Et surtout pas le bilan. Parce que si je m'en tiens seulement à celui qui nous gouverne, je me rappelle encore de cette affiche de candidat des grandes ambitions en 2004 où Paul Biya était devant, le peuple suivait derrière. Il disait priorité des priorités, infrastructures routières. On en est où? Grande réalisation. On en est où? Je note infrastructures routières. Voilà. Et dans ces grandes ambitions, on avait parlé des projets, j'allais dire, des barrages, des ci, de ça. Et quand on vous dit, par exemple, que, comment je vais appeler ça, Menkim, pour 15 mégawatts, on va vous dire 25 milliards, mais on est à plus de 100 milliards, ce n'est pas encore fini. Bon, vous allez voir que, vous voyez, les programmes ne servent pas, les bilans ne servent pas à grand-chose. Mais d'abord, parce que là, ce que je condamne davantage, c'est les partis politiques d'opposition. Les partis politiques d'opposition n'ont pas intégré suffisamment le mauvais jeu du parti au pouvoir. Notamment, elle a parlé de la corruption, de la répression et du mensonge. Quand vous avez un pouvoir totalitaire comme le nôtre, qui n'accepte pas une opposition, il veut tout mettre tout le monde en rang, on se comporte autrement. Parce que j'entends les assises du Sénégal, on n'est pas comparable. Senghor a institué le multipartisme depuis 1976, mais en limitant à 4 partis. Parce que comme il était intellectuel, il disait, je veux un parti de gauche, un parti de ceci.
J'ai dit bien, même mon mentor, Cheikh Anta Diop, avait créé un parti, le Rassemblement national sénégalais, le 3 février 1976. Quand il démissionne, Abdou Diouf vient, il crée le multipartisme intégral en mai 1981. Nous, c'est en 91, là, février 91, qu'on vient dans le multipartisme. Donc, le Sénégal a en avance sur nous, sur ce point-là. Ce qui fait qu'un imaginaire collectif a été créé. Chez nous, c'est que quand on vous dit Biya must go, ce n'est pas un programme politique, ça. Même là, je les entends encore dire, tout pour bien, même les évêques vous disent que, bon, d'accord, même le diable, on peut le mettre, on verra après. Ce n'est pas un programme politique, ça. Ça veut dire qu'en fait, nous-mêmes, nous n'amenons pas les électeurs, le peuple, à regarder les bilans et à choisir. Nous ne les amenons pas à cela. Donc, on va dire, ils votent, mais parce que le bilan du RDPC... Ça, c'est ce qui concerne le bilan. Maintenant, à contrario, ce qui concerne les candidats qui n'ont pas encore exercé le pouvoir, est-ce que le peuple s'y intéresse? Non, pas du tout. Pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord. Pas plus que ça. C'est là où, donc, comme le disaient les deux femmes au début, comment venir... Moi, par exemple, je suis fédéraliste. Parce que le fédéralisme, de mon point de vue, c'est d'ailleurs ça qui est proche des sociétés africaines, traditionnelles africaines, et ça rapproche l'administration de l'administré. Vous êtes fédéraliste social ou fédéraliste communautaire? Là, on verra plus tard. Le problème, c'est dans le principe général, c'est que le citoyen est plus proche des cercles de décision. Maintenant, communautaire ou agroécologique ou tout, on peut avoir plus tard. Mais au moins, le fédéralisme. D'accord. Mais est-ce qu'on peut faire un débat aujourd'hui sur cela? Ce débat ne sera pas audible. Alice, entre bilan sortant et puis qui sait peut-être analyse du candidat qui n'a pas encore exercé le pouvoir, Je crois que quand il s'agit des élections présidentielles, parce que les autres élections, ça peut s'analyser autrement. Mais quand il s'agit des élections présidentielles, le bilan du sortant est primordial. C'est ce sur quoi la campagne de celui-là devrait se baser. L'émergence à l'horizon 2035. L'horizon, là, on approche déjà l'horizon. Donc, on aura déjà voté. Oui, on devrait quantifier les réalisations. On l'a sectionné en SND 30. Mi-parcours. Mais pour les candidats entrants, normalement, pour commencer à mettre son bulletin dans l'urne pour quelqu'un, il faut d'abord connaître au moins son parcours, au moins ce sur quoi il s'est déjà essayé à gérer. Parce qu'on ne se lève pas le matin pour venir gérer un pays alors qu'on n'a jamais géré même sa propre famille. Le problème, c'est qu'on doit vraiment examiner... Si vous pouvez répéter ça, madame, ça va tellement faire du bien à mon oreille. Oh my God. Mon objectif n'était pas de faire du bien à ton oreille. Moi, je dis... Dommage. Ou tu peux me faire du bien aussi de temps en temps, non? Moi, je dis aux gens qui m'écoutent, à mes gens qui m'écoutent de par le monde, au quartier, ce n'est pas le tout venant. On a vu de ces candidatures des noms de gens qu'on n'a jamais entendus dans ce pays. Ils ont déposé la candidature, certains sont même retenus et peut-être ont même encore plus de facilité que d'autres gens qu'il faut absolument empêcher d'évoluer. Bon, mais ils ont fait leur preuve où on a l'impression que c'est de la rigolade que nous faisons ici au Cameroun. C'est quand même l'élection présidentielle. À défaut d'avoir géré le pays, parce que je ne peux pas, moi, commerçante, aller à l'élection sans demander que, quand je pars à Foumbot prendre mes tomates, ça fait plus de jours en route qu'il n'en faut, parce qu'il n'y a pas la route, et puis ça pourrit, et l'État n'est pas là pour constater, pour subventionner notre part de commerce et autres. Je ne peux pas ne pas demander que, bon, quand je rentre, comme je sors chaque matin, je prépare le samedi, dimanche, je garde pour la semaine et ça pourrit mardi parce qu'on a coupé l'électricité. Je ne peux
ne pas demander qu'est-ce qu'il en est. Donc, le bilan est très important pour les sortants, pour ceux qui ont déjà géré quelque chose. Mais pour ceux qui entrent, et pas seulement le bilan, mais je dis l'état physique, l'état moral, l'état, qu'on discute avec le candidat. On doit savoir moi, je voudrais voir le candidat et lui poser en direct mes propres questions. On ne peut pas nous dire que nous sommes arrivés au stade où on peut donner la candidature par procuration, faire l'élection par procuration, et que je parte voter par procuration, et qu'on déclare quelqu'un qui a gagné par procuration pour qu'il perpétue la délégation de signature. Non, il y a marché de dupes. Il y a marché de dupes. Nous voulons que ce soit la personne que nous avons votée qui nous gère. C'est ça. Donc, le bilan est important. Le qui es-tu qui vient là? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? D'accord. Madame, vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez fait beaucoup plaisir en disant vous me suivez et que dans ce cas, c'est un nombre de positions que je prends souvent, ou alors que le parti me demande de prendre, on peut trouver des points d'accord. Je vous suis beaucoup. Mais sauf que là, pour ce que vous dites, vous émettez des opinions. Et vous pensez que cette opinion-là devait être une règle. Non, ça n'est pas possible. Vous me faites procès d'intention. Non. Vous dites, vous insistez. Vous lisez dans ma pensée. Non. Je vais prendre un cas. Vous dites, le candidat, tu veux lui poser une question en direct, tu veux lui poser une question en direct. Article 3 de notre Constitution. Laisse-moi ça. Nous, au marché, on ne connaît pas l'article 3. Au marché, on connaît où est le président. Que notre président se présente à nous et qu'il parle à nous. Parce que, regardez, non, avant qu'il ne termine, on nous a appris pour le peu d'école que j'ai fait, le cours de communication. Vous savez ce que le professeur avait fait? Non. Quand il entre en classe, le premier banc, il chuchote quelque chose à l'oreille de la première personne. Et il était chargé de chuchoter à l'oreille de son prochain. Et on a chuchoté tous nos 30 étudiants qui étaient en classe, au centre universitaire comme chez vous. Oui. Mais à la fin, on a dit, prenez vos feuilles et mentionnez ce qui vous a été dit. Ce qui vous a été dit. Je vous jure qu'il y avait 30 versions. Donc, ce que quelqu'un écoute pour aller dire à notre président, et l'écoute pour venir nous dire là, est susceptible d'être déformé, est susceptible de ne pas être ça. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Quel est ce peuple qui ne peut pas revendiquer la moindre chose? Allez, Samuel a la parole. Madame, ce que je voulais seulement vous faire remarquer, c'est que entre votre opinion, c'est une opinion qui ne sera peut-être transformée en règle, mais c'est avant une opinion. Vous êtes sur la base de votre opinion, le fondement de votre opinion, vous déterminez tel que vous voulez et personne ne vous embastillera. Ça, c'est clair. Sauf que, matériellement, comment est-ce que le candidat peut aller voir chacun des 3 millions d'habitants, 30 millions d'habitants, pour pouvoir les 8 millions puisque... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous déformez mon propos, ça c'est politique. Moi, j'ai dit que le candidat parle aux représentants. C'est compris. Je n'ai pas dit que lui, il devrait aller voir tout le monde. J'ai dit que ce soit lui qui parle à nos représentants. J'ai compris. C'est différent. Mais vous voulez maintenant me faire croire que j'ai dit que le président ne devrait pas aller voir chacun de nous, venir à Samuel Modou, terminé. Non, ce n'est pas possible. Très bien. Le représentant également, il se trouve de déformer le message. En réalité, quand on veut que le message soit direct, on coupe toutes les... on coupe tous les intermédiaires, donc, sans exception, mais ce n'est pas bien grave. Ce que moi je voulais vous dire, député Tongo, c'est qu'en réalité, en 2018, on a été pris au dépourvu. Vous avez des gens, le PCRN, machin, qui débarquent sur la tête politique que vous ne connaissez pas. Et puis, ils commencent à hurler sur votre tête, vous n'avez pas fait ça, vous êtes incapable là, machin, truc, ainsi de suite, il n'y a rien de fait. Et puis, comment est-ce que vous répondez à ce genre de personnes? Vous ne les connaissez pas? Vous bloquez leur meeting. Non. Madame Alice, est-ce qu'on bloque? Non, mais attends, vous croyez qu'on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas? En période électorale, on peut même... PCRN est sorti, vous ne connaissez pas. On n'a pas le droit de dire que vous n'avez pas fait ce qui ne va pas. Vous êtes président des Camerounais, vous ne les connaissez pas. Samuel a la parole. Attendez. Sauf que Rivarol, il nous enseigne qu'on a un sacré avantage quand on n'a jamais rien fait.
C'est un sacré avantage. Il est puissant. C'est pour ça qu'on parle aussi du 109, non? On a sacré avantage. Essayons. Est-ce qu'il va terminer son propos? C'est un sacré avantage. Il va terminer. Il faut pas trop en abuser. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'en réalité, nous attendons la 2025. Il faut vous assurer. On va se régaler tous. Ils vont se régaler de nous, on va se régaler de programme contre programme. Oui, nous autres qui consommons. Vision contre vision. On nous dise la vérité. Mais également parcours contre parcours. Oui, le bilan va être scruté. Bombok, oui, on a promis de faire des routes. Après maintenant, ça dépend de comment est-ce qu'on regarde pour pouvoir tirer un bilan négatif. Moi qui les regarde, moi qui suis dans l'arrière-pays, qui vis dans les centres urbains, je sais que nous sommes dans une année de croissance formidable. Si, tu vas souvent, tu vas souvent on n'a rien dit. Tu vas souvent à Fumbote, non? Oui. Pour aller chercher la tomate. Chercher mes tomates et les arracher. Tu te plains seulement que tu passes 2 ans en route et dans les 2 ans, là, ça a pourri. Tu y vas quand même. La réalité est que quand vous regardez notre modèle de développement, j'y fais quand même, non. Mais non, honorable, vous voyez ça à quoi vous nous réduisez? Vous nous réduisez. Il va nous rester 2 minutes pour la question de fin. Quand vous regardez notre modèle de développement, nous avons pris le pari, pas seulement depuis 1982, mais depuis 1960. Nous sommes dans cette dynamique-là parce que nous pensons que ce sera la dynamique gagnante. Nous avons pris le... Oh, mais terminez en 30 secondes, terminez, s'il vous plaît. Il nous reste 2 minutes. Le pari de ce que nous allons développer le Cameroun, 30 millions d'habitants aujourd'hui, 10 000 localités. Depuis 42 ans. Nous avons pris le pari de ce que nous allons développer tout ça au même rythme, au même moment. Sans ramasser les poubelles. Du coup, mais voilà, mais les poubelles, c'est ce que j'appelle... Laissez là-bas, maman. D'abord, c'est qui développe n'est pas vrai. Non, le député... Non, le problème, c'est que nous autres voulons des yeux palpables. Non, une seconde, tout le monde, s'il vous plaît. Donc, l'infrastructure routière dont vous parlez, elle existe. Exact. Son niveau de dégradation, nous connaissons. Sauf que nous sommes conscients de que ça fait partie des effets pervers. Comment est-ce que vous faites pour entretenir les 12 000 km de route? Non, le Cameroun vous a dépassé déjà. Attendez. 12 000 km de route en oubliant d'aller chercher des gens qui sont dans l'arrière-pays. Donc, pendant que nous souffrons, nous les citadins, de ce qu'il y a des guides pour qui ont notre parcours pour aller de notre domicile au lieu de travail, les gens qui sont dans l'arrière-pays cherchent. La conséquence de ça, c'est quoi? Nous avons au Cameroun 121 000 km de route, 121 000. Les Ivoiriens, 80 000. 40 000, c'est quand même un gap important. Vous parlez de bilan. Attendez, route bitumée, 12 000 km de route. Les Ivoiriens peinent à avoir 8 000. Il y a un bilan. Bombok. On a l'électricité de plus en plus. Nous sommes dans une dynamique de ce qu'on va amplifier le mouvement. Arrêtez de dire des choses. Nous allons expliquer ça aux populations. Question de sortie. Ils seront dans les noirs. À vous tous. On s'est fait élire. Question à vous tous. Les Camerounais votent-ils pour donner une chance ou pour punir un candidat? Question de sortie. Odile, je commence avec vous. Les Camerounais votent. Le vote est manipulés et les résultats sont volés par le RDPC. Vos résultats positifs là, ils ont été riches. Vous avez... Oui, effectivement, on a beaucoup. Je pouvais faire mieux. Je dis ceci, les Camerounais votent. Les Camerounais vont voter. Le problème, c'est que... La question est de savoir s'ils votent pour donner une chance à un candidat. Ils votent pour donner une chance. Les Camerounais votent pour donner une chance. Les Camerounais votent. On ne peut pas dire que les Camerounais ne votent pas. Ils votent pour donner la chance à quelqu'un d'autre. Sauf que le RDPC manipule les résultats en leur faveur. Donc ce sont des experts en faute. Et c'est cette faute que nous allons combattre en 2025 avec tous les candidats et la population. Les Camerounais votent-ils pour donner une chance ou pour punir? On devait punir qui? Pour moi, il faut donner une chance. Il faut du 109. Il faut pouvoir faire quelque chose d'autre. Nous voter pour la nouveauté, quoi. Non, pas pourquoi pour la nouveauté. Il faut du 109. Ah, ben voilà. Oui. Quelqu'un qui vient aussi nous faire des promesses pour qu'on vive de ces promesses-là. Mais qu'il vienne quand même nous faire des promesses. Quand on nous dit aujourd'hui qu'il y a des routes, un député, de toi à moi, l'autre jour, un préfet voulait aller installer un sous-préfet.
C'est pas moi qui ai mis sur les réseaux sociaux. Il y a des bancs, oui, dans le... C'est pas moi qui ai mis sur les réseaux sociaux. Alice, Et- tu as un parti qui va bitumer les 121 000 km de route. Pourquoi pas? C'est le Cameroun, vous voyez, voilà l'esprit que vous limité, que vous voulez gérer le Cameroun. Mais justement, le Cameroun, s'il y a du potentiel, on peut goudronner tout le Cameroun. Non, le RDPC Pourquoi ne pas? peut plus gérer le Cameroun. Donc vous croyez que le Cameroun est devenu... Si vous arrêtez le plafond de verre, Attention à On tous. le fera progressivement et on le fait progressivement. Merci, Mais c'est justement, compris. sortez-moi un programme où vous me dites que vous allez bitumer 121 000 Bon, bon. avec un budget. Bombok à la parole. Bombok à la parole. Les Camerounais votent pour sanctionner le gouvernement, mais malheureusement, dans l'incapacité de couvrir tous les bureaux de vote, les résultats sortis des urnes ne parviennent pas. C'est là. Pour terminer, non, monsieur l'honorable Mout, non. Voici la feuille de route que le président Aïdjo a confiée à Paul Biya. Ouais. L'intensification de la politique de transformation des matières premières locales. 2. La création des complexes agro-industriels de grande superficie. 3. La promotion d'une industrie lourde qui sera facilitée par la réalisation des barrages de Sonlolo et de Lagdo. 4. La création d'industries manufacturières compétitives contribuant à l'approvisionnement des exportations. 5. La poursuite de la politique de création d'entreprises à dirigeants et capitaux camerounais. La politique de décentralisation industrielle. Et 7. La révision du code des investissements. Vous êtes expert comptable. Oui, mais l'Office national de la zone franche industrielle, on peut faire le bilan? Vous avez relancé le débat, l'émission est terminée. Il n'y en a pas. Vous Samuel, pouvez pas. La réalité, les Camerounais votent-ils pour... Je vais couper court. Le modèle industriel n'a pas survécu à son promoteur, tout simplement parce qu'il ne tenait pas. Les Camerounais votent-ils pour donner une chance ou pour punir? Pardon? Les Camerounais votent-ils pour donner une chance ou pour punir? Ils ont légitimement le droit de faire les deux. D'accord. Vote sanction, accompagné également d'un vote pour donner la chance à quelqu'un d'autre. Mais il faudra le faire sur des bases objectives, tout simplement. Il y a, depuis Tatangon, on s'est retrouvé quelque part il y a une semaine, une question que tu n'as pas voulu creuser. À la dédicace de, oui, à la dédicace de Georges-Alain Boyomo. Dans un système électoral qui certifie le processus. Dans un système électoral, pas seulement camerounais, qui certifie le processus. La personne qui certifie le processus, c'est des gens, pour vous répondre, c'est des gens qui sont en présence, qui se battent pour avoir le contrôle de quelque chose. Même si elle veut compenser que c'est... Elle veut comme lui penser que ce sont les institutions en place. Bon, mais vous savez bien que quand j'ai répliqué, non. Pendant moi, il dit, je lis ce que je vois. Il a la situation de proclamer. Pour ce qui est de la certification du processus, c'est des acteurs en présence. Et c'est pour cette raison-là, tu le regrettes, mais il est important qu'en toute responsabilité, quand on veut s'engager dans ce système-là, que l'on soit conséquent et qu'on déploie les moyens nécessaires qui nous permettent de certifier le processus. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Surtout qu'on parle du fait qu'on est dans un régime totalitaire. Madame, merci. Non, partout ailleurs également, ça se fait comme ça. Honorable Bombok, merci. L'histoire des bulletins de vote dans les chaussettes, dans un pays, c'est en France, on est à Perpignan. C'est-à-dire qu'il y a des bulletins qu'on ne veut pas qu'on décompte. Moi, je ne veux pas qu'on importe ça. Mardi prochain, une autre édition de Car sur Car. Merci à vous à la maison d'avoir regardé ce soir. On était avec l'honorable Samuel Mout, Alice Maguedio, Odile Maob Noé et puis Bombok Mbengan Kaïdi. Bonsoir et à mardi.